Tout le monde connaît ce visage. La moustache, la mèche, le regard figé, les discours hurlés devant des foules immenses. Adolf Hitler est devenu l'un des symboles les plus reconnaissables du XXe siècle. Un nom qui, à lui seul, évoque la guerre, la destruction, la haine, et l'un des régimes les plus criminels de l'histoire. Mais justement, parce que son image est partout, on a parfois l'impression de le connaître. Comme si Hitler était devenu une figure évidente, presque figée dans une caricature. Le dictateur fanatique, le monstre absolu. L'homme qui surgit dans l'histoire comme une anomalie inexplicable. Sauf que la réalité est plus dérangeante. Hitler n'est pas seulement un visage sur des archives en noir et blanc, c'est aussi un homme qui a passé sa vie à fabriquer sa propre image, à cacher ses faiblesses, à contrôler ce qu'on voyait de lui, à transformer sa personne en symbole. Et après sa mort, ce symbole a continué de grossir. Des rumeurs sont apparues, des secrets ont été exagérés, des théories ont circulé, des fantasmes occultes, médicaux, familiaux, politiques se sont collés à son nom. Dans cette vidéo, on ne va pas refaire toute l'histoire du nazisme, et vous n'allez pas découvrir la vie d'Hitler comme une biographie classique. On va faire autre chose. Regardez l'homme derrière le mythe, les zones d'ombre, les contradictions, les secrets qu'il voulait cacher, les mystères qu'on lui a associés. Et surtout, on va essayer de comprendre comment un homme aussi rempli de rancœur, de haine, de mensonges mais aussi de faiblesse a pu être transformé en figure presque mythologique. Ici, on ne cherche pas à le rendre fascinant. Au contraire, on va retirer la mise en scène, couche après couche, et voir ce qu'il reste vraiment de l'homme qui a terrifié le monde au XXe siècle. Avant de revenir à son enfance, à ses échecs, à ses origines ou à ses secrets, il y a une chose qu'il faut regarder en face. Hitler n'a pas seulement existé comme homme, il a existé comme une image. Et cette image, elle n'est pas apparue toute seule. Elle a été travaillée, répétée, photographiée, imprimée sur des affiches, mise en scène dans des rassemblements gigantesques, portée par des journaux, des films, même la radio, au travers de slogans et de portraits officiels. Le Hitler que l'Allemagne nazie voyait était un personnage fabriqué pour être vu d'une certaine manière. Un chef, debout au-dessus de la foule, face au destin. Un sauveur au travers d'une voix, d'un symbole. Et cette image a tellement marqué l'histoire qu'elle a parfois survécu à la réalité. Aujourd'hui encore, quand on pense à Hitler, on pense à une silhouette, une posture, une façon de parler, une gestuelle parfois presque théâtrale. On croit voir un homme, mais on voit déjà une mise en scène. Il y a un détail très révélateur là-dessus. Dans les années 1920, Hitler se fait photographier en train de répéter ses propres gestes d'orateur. Pas devant une foule, pas dans un meeting, non, dans un cadre contrôlé, face à l'appareil de son photographe Heinrich Hoffmann. Il lève les bras, serre les poings, tord son visage, ouvre les mains, exagère ses mouvements. Vu aujourd'hui, ces images ont quelque chose de presque ridicule. On ne voit pas un dictateur tout-puissant, on voit un homme qui s'entraîne à paraître impressionnant. Et ce détail est important, parce qu'il casse une idée dangereuse, celle d'un Hitler naturellement hypnotique, comme s'il avait eu une sorte de pouvoir inexplicable sur les foules. En réalité, il travaillait son effet. Il cherchait l'angle, la posture, il voulait savoir à quoi il ressemblait quand il parlait. Ce n'était pas de la magie noire, ce n'était pas une force surnaturelle, c'était du théâtre politique. Un théâtre brutal, haineux, mais un théâtre quand même. Hitler comprend très tôt que dans une époque de crise, l'image peut devenir une arme. L'Allemagne sort humiliée de la Première Guerre mondiale. Le traité de Versailles est vécu par beaucoup comme une blessure nationale. L'économie s'effondre, les tensions politiques explosent, la peur du déclassement se répand. Dans ce chaos, il ne suffit pas de proposer des idées, il faut incarner quelque chose. Alors Hitler se présente comme celui qui ne doute jamais. C'est faux bien sûr, mais c'est l'image. Il ne doit pas apparaître comme un politicien ordinaire, il ne doit pas être un homme parmi d'autres. Il doit devenir celui qui parle à la place du peuple, celui qui transforme la colère en promesse, celui qui donne un visage à la revanche. Et la propagande nazie va tout faire pour installer cette idée. Les affiches ne vendent pas seulement un programme, elles vendent un homme. Les meetings ne montrent pas seulement un parti, ils montrent une foule tournée vers un seul point. Les photos ne cherchent pas seulement à documenter, elles choisissent ce qu'il faut montrer. Hitler au milieu d'enfants, devant les ouvriers avec les soldats, seul, proche du peuple ou au-dessus du peuple. Vous voyez le problème? Tout est contradictoire, mais tout est utile. Il doit être proche mais inaccessible, simple mais exceptionnel, humble mais messianique. Homme du peuple et figure du destin, il doit donner l'impression de n'avoir aucune vie personnelle, aucun besoin, aucune faiblesse, comme s'il s'épuisait entièrement pour l'Allemagne. C'est ça, le mythe du Führer.
Pas juste un chef politique, une construction mentale, une sorte de personnage national, fabriqué pour que des millions de gens puissent y projeter leur frustration, leur peur, leur espoir de revanche. Et là, la propagande joue un rôle énorme. Après l'arrivée des nazis au pouvoir en 1933, cette machine devient presque industrielle. Joseph Goebbels prend la tête du ministère de la propagande. La presse, la radio, le cinéma, le théâtre, la culture, tout devient un terrain de contrôle. L'idée n'est pas seulement de convaincre, c'est d'occuper l'espace, de rendre le régime partout, de faire en sorte que la voix du pouvoir entre dans les foyers, dans les écoles, dans les rues. Alors Hitler n'est plus seulement entendu dans les meetings, il est diffusé, on l'entend à la radio. Son visage circule sur les murs, ses discours sont repris, amplifiés, organisés comme des événements. Chaque apparition doit donner l'impression que l'histoire est en train de se produire. Et quand on regarde les rassemblements de Nuremberg, on comprend jusqu'où va cette logique. Ce ne sont pas de simples réunions politiques, ce sont des spectacles de masse, des colonnes, des drapeaux, des torches, des tribunes gigantesques et des foules parfaitement ordonnées. Tout est pensé pour écraser l'individu et le fondre dans le groupe. Quand Hitler apparaît, il n'apparaît pas comme un homme qui vient parler, il apparaît comme le centre d'un décor déjà construit pour lui. La foule est mise en scène pour faire croire à l'unanimité. Les images sont mises en scène pour faire croire à la grandeur. Le silence, les cris, les chants, tout sert à fabriquer une émotion collective. Et dans cette émotion, le doute devient presque impossible et c'est justement le but. On ne demande pas aux gens de réfléchir calmement, on les plonge dans une expérience. Et c'est là que le mythe devient dangereux. Parce qu'une fois qu'un homme est transformé en symbole, ses faiblesses deviennent invisibles, ses erreurs peuvent être excusées, ses contradictions peuvent être absorbées, et ses violences peuvent être présentées comme nécessaires. La propagande ne fait pas disparaître la réalité, mais elle apprend aux gens à ne plus la regarder en face. Hitler n'était pas grand, blond, calme, noble, parfaitement maître de lui. Il ne correspondait même pas vraiment à l'image raciale que son propre régime prétendait glorifier. Mais ce n'était pas un problème. La propagande ne cherche pas la cohérence, elle cherche l'efficacité. Alors, elle sélectionne, elle garde le geste qui impressionne, coupe les moments gênants, répète la photo qui fonctionne, elle transforme un homme nerveux, colérique, rempli d'obsession, en incarnation supposée d'un peuple tout entier. Et c'est peut-être l'un des aspects les plus importants pour comprendre Hitler. Il avait besoin de cette image. Il ne la subissait pas, il la voulait. Il savait que son apparence publique était une partie de son pouvoir. Il contrôlait les photos, les poses, l'accès à sa personne. Il comprenait que plus sa vie réelle restait floue, plus le personnage pouvait grandir. Un homme ordinaire a des habitudes, des faiblesses, des maladresses. Un mythe, lui, peut rester vide, et ce vide, chacun peut le remplir. Pour certains, Hitler devient le vengeur de l'humiliation allemande. Pour d'autres, le protecteur contre le chaos. Encore pour d'autres, celui qui promet de restaurer l'ordre, la fierté. Tout cela repose sur des mensonges, sur la haine, sur la désignation d'ennemis, sur une vision criminelle du monde. Mais la propagande ne présente jamais les choses comme ça. Elle emballe la violence dans des mots plus acceptables. Elle transforme la brutalité en nécessité, en domination. Et elle transforme ensuite la domination en destin. Et en face, il y a des foules qui veulent croire. Et ça, c'est essentiel. Hitler ne crée pas son mythe tout seul dans une pièce fermée. Il a toute une machine autour de lui. Un parti, des photographes, des journalistes, même des cinéastes, des militants, des millions de gens qui reçoivent cette image, la répètent, la valident et la rendent plus forte. Le mythe fonctionne parce qu'il est partagé. Et plus il est partagé, plus il semble vrai. C'est pour ça qu'il faut commencer par là. Avant de parler de ses secrets, de sa famille, de son corps, de ses relations ou de ses derniers jours, il faut comprendre que Hitler a vécu derrière une façade. Une façade tellement puissante qu'elle a parfois remplacé l'homme lui-même. Mais quand on commence à gratter cette façade, quelque chose apparaît. Pas quelque chose de mystérieux ou un génie du mal, même pas un être à part. On a un homme qui répète ses gestes devant un appareil photo, qui soigne son image parce qu'il sait qu'elle peut cacher le reste. Un homme qui se donne des airs de destin alors qu'il dépend en réalité entièrement du regard des autres. Et c'est ça qui rend la suite importante. Parce que derrière ce personnage public, il y a une autre histoire. Et cette histoire est beaucoup moins maîtrisée. C'est celle d'un homme finalement banal, frustré, humilié, qui a longtemps échoué à devenir quelqu'un aux yeux des autres. Et avant de devenir le centre d'une propagande monstrueuse, Adolf Hitler a d'abord été un inconnu. Adolf Hitler naît le 20 avril 1889 à Braunau am Inn, une petite ville autrichienne posée près de la frontière allemande. Déjà,
Ce détail a son importance. Hitler n'est pas né en Allemagne, il est né dans l'Empire austro-hongrois, un immense ensemble de peuples, de langues, de cultures, de nationalités différentes. Et toute sa vie, il va rejeter cette complexité, il va même la détester. Il va arriver d'un monde plus simple, plus fermé, un monde où l'identité ne se discute pas, où elle s'impose. Son père s'appelle Alois Hitler. C'est un fonctionnaire des douanes, un homme dur, plutôt autoritaire, plus âgé que sa femme. Sa mère, Clara, est beaucoup plus jeune, plus effacée, et Adolphe semble lui être profondément attaché. Dans l'image qu'on a souvent de Hitler, il apparaît comme un homme déjà entièrement formé par la haine, comme s'il avait toujours été ce visage fermé, cette voix agressive, ce personnage noir et figé. Mais au départ, c'est un enfant parmi d'autres, un enfant dans une famille instable, avec des déménagements, des tensions, des deuils. Plusieurs enfants du couple meurent en bas âge. Adolphe grandit avec cette présence de la mort autour de la maison, sans que ça suffise, évidemment, à expliquer ce qu'il deviendra. Et c'est important de le dire tout de suite. Il n'y a pas une blessure magique, un traumatisme unique, une scène secrète qui expliquerait Hitler. Ce serait beaucoup trop facile, parce que beaucoup d'enfants ont des pères violents, beaucoup perdent un parent, et beaucoup échouent. Beaucoup peuvent se sentir humiliés, et pourtant, ils ne deviennent pas Hitler. Ce qu'on cherche ici, ce n'est pas une excuse, ce n'est même pas une explication parfaite, c'est plutôt une accumulation. Des traits, des frustrations, des refus, des illusions sur lui-même qui vont peu à peu construire un homme incapable de regarder ses propres échecs en face. Dans son adolescence, Hitler n'a rien d'un futur chef d'État. Il n'est pas brillant, il n'est pas discipliné, il ne suit pas une trajectoire exceptionnelle. D'ailleurs, à l'école, ses résultats sont même plutôt médiocres. Il rêve d'art, d'architecture, de grandeur esthétique. Son père, lui, veut le voir entrer dans l'administration, devenir fonctionnaire, suivre une voie stable. Hitler déteste cette idée. Il veut être artiste, ou plutôt, il veut être reconnu comme artiste. Et la nuance compte, parce que dans cette période, ce qu'on voit déjà apparaître, c'est moins un travailleur acharné qu'un jeune homme convaincu d'avoir un destin, mais qui supporte mal l'effort ordinaire, les contraintes et les refus. Après la mort de son père en 1903, Hitler obtient plus de liberté. Il peut s'accrocher à son rêve artistique. Il vit encore auprès de sa mère, à Linz, cette ville autrichienne qu'il idéalisera longtemps. Linz devient presque, dans sa mémoire, une sorte de décor perdu, le lieu de l'enfance, de la mer, de la pureté imaginée, mais la réalité est moins romanesque. Hitler est un jeune homme sans diplôme solide, sans métier, sans vraie discipline. Il passe beaucoup de temps à dessiner, à rêver, à aller à l'opéra, à s'imaginer une vie plus grande que celle qu'il mène. Il admire Wagner, il aime les bâtiments imposants, les monuments, les villes transformées par l'architecture. Déjà, il pense en décor, en vision, en grandeur. Sauf que pour l'instant, personne ne lui a rien demandé. Et là arrive le premier vrai choc. En 1907, Hitler part à Vienne pour tenter d'entrer à l'Académie des Beaux-Arts. Dans sa tête, c'est probablement le début de quelque chose. La capitale, l'art, la reconnaissance, il se voit déjà passer de la province au grand monde, sauf que l'Académie le refuse, une première fois. Et ce rejet est terrible pour lui, parce qu'il ne casse pas seulement un projet, il casse l'image qu'il a de lui-même. Hitler ne se pense pas comme un jeune homme ordinaire qui tente sa chance, il se voit comme quelqu'un qui mérite d'être reconnu. Quand l'institution lui dit non, il ne reçoit pas simplement une mauvaise nouvelle, il reçoit une humiliation. Et ce qui me dérange dans ce moment, c'est qu'on voit déjà un mécanisme qui reviendra souvent dans sa vie. Hitler n'accepte pas l'échec comme un verdict sur lui-même, il le transforme en injustice. Il ne se dit pas « je n'ai peut-être pas le niveau, je dois travailler autrement, je dois changer de voie ». Il garde l'idée qu'il vaut mieux que ce que le monde lui renvoie. Pendant ce temps, sa mère est gravement malade. Clara Hitler souffre d'un cancer du sein. Adolphe revient auprès d'elle, l'accompagne dans ses derniers mois, et sa mort, en décembre 1907, semble le bouleverser profondément. C'est un moment humain, oui, mais il ne faut pas se tromper de regard. Le fait qu'Hitler ait aimé sa mère ne rend pas l'homme plus mystérieux, plus complexe au sens noble du terme, ou plus nuancé moralement. Ça rappelle juste quelque chose de plus inconfortable. Les hommes capables du pire ne sont pas toujours des monstres comme dans des fictions, c'est-à-dire vides de sentiments humains. Ils peuvent aimer, souffrir, pleurer, être attachés à quelqu'un, et malgré ça, devenir capables d'une violence historique inimaginable. Et ça, c'est quelque chose qui peut être dur à accepter. Après la mort de Clara, Hitler retourne à Vienne. Il tente encore sa chance, il échoue de nouveau. Et cette fois, il n'y a plus vraiment de refuge. Il a un peu d'argent au départ grâce à des aides familiales et à l'héritage de ses parents. Pendant quelque temps, il peut encore vivre sans travailler sérieusement. Il flotte, il se raconte qu'il est artiste, alors il dessine, il observe les bâtiments, il se nourrit encore d'opéra, d'architecture, de rêves de grandeur, puis au fur et à mesure du temps, l'argent disparaît.
Et la ville, qu'il imaginait comme un tremplin, devient un piège. Vienne n'est pas Linz. C'est une capitale immense, brillante, traversée par les langues, les classes sociales, des idéologies, des tensions. On y croise des bourgeois comme des ouvriers, des étudiants, des pauvres, des immigrés, des fonctionnaires de l'Empire, des juifs. C'est une ville qui est vivante, multiple, parfois contradictoire, et Hitler, lui, s'y enfonce. En 1909, il tombe dans une vraie pauvreté. Il dort dans des refuges, puis dans un foyer pour hommes. Il survit en vendant des petites aquarelles, des cartes, des vues de monuments viennois. Rien de grandiose, rien qui annonce le destin qu'il imagine pour lui-même. Il peint des façades et c'est presque trop symbolique. Un homme obsédé par les apparences, par les monuments, les grandes constructions, réduit à vendre des images propres d'une ville où lui-même n'a pas vraiment de place. À ce moment-là, Hitler est encore personne. Ce n'est pas un chef, ni un soldat ou un penseur, il n'est pas artiste, c'est juste un homme, jeune, pauvre, isolé et rempli d'amertume, qui passe ses journées dans une capitale qu'il admire autant qu'il la déteste. Et pourtant, cette période compte énormément. Pas parce qu'elle expliquerait tout, mais parce qu'elle installe une fracture entre ce qu'Hitler croit être et ce qu'il est réellement. Entre le destin qu'il s'imagine et la médiocrité de sa vie. Entre son rêve de grandeur et son incapacité à construire quelque chose de solide. Et là, une question commence à se formuler. Que fait un homme quand il est persuadé d'être exceptionnel, mais que le monde entier lui répond qu'il ne l'est pas? Certains finissent par douter d'eux-mêmes, certains changent de voie, et d'autres acceptent l'échec, même difficilement. Hitler, lui, va peu à peu déplacer la faute. Si sa vie ne ressemble pas à ce qu'il avait imaginé, ce n'est pas parce qu'il manque de talent, de discipline ou même de lucidité. Dans son esprit, le problème vient forcément d'ailleurs. Il vient des autres, du système, de la société et de ceux qui auraient pris sa place, de ceux qui auraient corrompu le monde. Et c'est là qu'on peut se rendre compte d'une chose. C'est dans ce genre de terrain que la haine peut prendre racine. Pas comme un éclair soudain, plutôt comme une petite graine qui pousse dans le silence, dans l'échec, dans la rancœur, dans l'orgueil blessé, dans la frustration. Et c'est pour ça que la jeunesse d'Hitler est importante. Pas parce qu'elle le rend unique, au contraire, elle montre quelque chose de presque banal. Un homme raté, aigri, convaincu qu'il mérite mieux, incapable de transformer son échec en remise en question. Et avant le mythe, il y a ça. Un jeune homme sans place qui rêve de monuments, cet inconnu qui vend des aquarelles. Un jeune homme qui regarde Vienne comme une ville presque trop grande pour lui et qui commence lentement à transformer son humiliation en vision du monde. Vienne, à cette époque, c'est une ville immense. Une capitale brillante, impériale, remplie de cafés, de musées, de théâtres, de façades monumentales. Une ville de musique, de peinture, d'architecture, de conversations politiques interminables. Mais ce n'est pas seulement un décor de cartes postales, c'est aussi une ville tendue. Une ville grande, diverse, trop bruyante pour quelqu'un comme Hitler. Dans les rues, on entend plusieurs langues. On croise des ouvriers, des aristocrates, des étudiants, des artistes. Des fonctionnaires, des antisémites, des nationalistes, des socialistes, des minorités venues de tout l'empire austro-hongrois. Vienne est un mélange et Hitler déteste les mélanges. C'est important parce qu'on imagine parfois sa haine comme quelque chose qui naît d'un seul coup, comme une révélation ou un traumatisme, comme si un jour Hitler avait regardé le monde et avait basculé. En réalité, c'est plus trouble que ça. À Vienne, Hitler n'est pas un acteur de l'histoire, il est dans la foule. Il observe, il traîne dans les rues, il discute, il absorbe l'atmosphère politique autour de lui, et cette atmosphère est déjà empoisonnée. L'antisémitisme n'a pas été inventé par Hitler, il existe depuis longtemps en Europe, sous des formes religieuses, sociales, politiques, mais à Vienne, au début du XXe siècle, il est devenu quelque chose de moderne, de public, de presque électoral. Et là, il faut parler de Karl Lueger. Il est maire de Vienne quand Hitler arrive dans la ville. C'est un homme politique très populaire, habile, capable de parler aux classes moyennes, aux petits commerçants, aux gens inquiets de perdre leur place. Il comprend quelque chose de terrible. La haine peut devenir un langage politique efficace. Il n'a pas besoin d'expliquer les problèmes en profondeur, il lui suffit de désigner un ennemi. Et cet ennemi, pour lui, ce sont les Juifs. C'est une mécanique ancienne, mais terriblement simple. Quand l'économie inquiète, quand la société change trop vite, quand les gens ont peur de descendre socialement, on leur donne une cible. On leur dit ce n'est pas le monde qui est complexe, ce n'est pas le système qui est fragile, ce n'est pas votre situation qui est prise dans des forces plus grandes que vous, non, c'est eux. Et Hitler voit ça fonctionner. Il voit qu'un homme peut utiliser la rancœur, la peur, la jalousie et les transformer en pouvoir. Il voit qu'un discours haineux peut rassembler, séduire, donner l'impression aux gens qu'ils comprennent enfin pourquoi ils souffrent.
Alors attention, ça ne veut pas dire que Luger crée Hitler. Ce serait une explication trop facile, mais en tout cas, Hitler apprend quelque chose à Vienne. La politique de masse ne parle pas seulement à la raison, elle parle au nerf, à l'humiliation, au ressentiment. Elle peut prendre une peur vague, lui donner un visage et la transformer en mouvement. Et à côté de Luger, il y a d'autres influences. Des nationalistes pan-germanistes, des idéologues obsédés par la race, le sang, la pureté, par l'idée d'un peuple allemand qui devrait être séparé, débarrassé de ce qu'il considère comme des éléments étrangers. Là encore, Hitler n'invente pas ses obsessions, il les trouve déjà là. On aimerait parfois croire qu'Hitler sort de nulle part, que sa haine est une anomalie totale, une sorte de folie individuelle, mais ce serait un peu trop rassurant. À Vienne, il découvre des idées déjà imprimées, déjà discutées, même vendues, déjà applaudies. Lui les prend, les mélange à sa propre rancœur et plus tard, il les poussera jusqu'à leur forme la plus criminelle. Mais à ce moment de sa vie, pourtant, il n'a aucun pouvoir. Il n'est pas dangereux parce qu'il dirige, il est dangereux parce qu'il se construit. Dans les foyers où il vit, Hitler côtoie des hommes pauvres, déclassés, sans avenir clair. Des gens qui ont échoué, qui cherchent du travail, qui parlent politique, qui commentent les actualités dans les journaux. C'est un monde de dortoirs, de repas bon marché, de petits trafics, de solitude et de discussions qui tourneront. Et dans ce décor, Hitler garde une attitude étrange. Il est pauvre, mais il ne se voit pas vraiment comme un pauvre parmi les autres. Il se sent au-dessus. Il se raconte qu'il est différent. Il observe la misère, mais il ne développe pas une solidarité avec ceux qui la vivent. Il développe du mépris pour les faibles, pour les masses, pour ceux qu'il juge incapables. Et en même temps, il nourrit une haine contre ceux qu'il imagine responsables de son propre déclassement. Et c'est ce mélange qui compte. L'orgueil ajouté à l'échec, la pauvreté et le sentiment de supériorité, la marginalité ajoutée au fantasme de grandeur. Hitler ne supporte pas d'être un inconnu, mais il n'a encore rien accompli qui puisse prouver qu'il est quelqu'un. Alors il construit une explication, et cette explication va devenir de plus en plus violente. Plus tard, dans Mein Kampf, il racontera que Vienne a été une sorte d'école pour lui. Il présentera cette période comme le moment où ses idées se seraient formées, presque comme un éveil politique. Mais il faut faire attention. Quand Hitler raconte sa propre vie, il ne fait pas une confession honnête. Il écrit déjà sa légende, il arrange les choses, il veut donner l'impression que son parcours avait une logique, une mission, une sorte de cohérence. En réalité, ce qu'on voit surtout, c'est un homme qui cherche à donner du sens à ses échecs. Et là, Vienne lui offre la possibilité de le faire. La ville lui offre un langage pour haïr, accuser, pour transformer sa frustration personnelle en vision du monde. Il ne devient pas Hitler en une nuit. Il accumule des lettres, des slogans, des humiliations, des idées racistes déjà présentes dans son époque et des discours antisémites qui lui apprennent qu'on peut désigner un groupe entier comme responsable de tout. Et plus il échoue, plus cette grille de lecture devient commode, parce qu'elle lui évite une chose insupportable, c'est se regarder soi-même. Le refus de l'académie, ce n'est plus seulement un échec artistique. La pauvreté, ce n'est plus seulement une conséquence de son absence de métier. Sa solitude, ce n'est plus seulement le résultat de son caractère fermé, rigide et orgueilleux. Tout peut être déplacé et retourné contre un ennemi. Et c'est là que la rancœur commence à prendre une forme politique. Pas encore comme un programme ou un parti, pas encore une machine de pouvoir, mais une vision sombre du monde, où l'humanité est divisée en forces ennemies, où la faiblesse mérite d'être écrasée, où la complexité doit être remplacée par une obsession, purifiée, dominée, et éliminé. On est encore loin des années 1930 et pourtant quelque chose est déjà là. Pas dans un uniforme ou une foule, ou un discours devant des milliers de personnes, mais dans un seul homme, à Vienne, qui vend des aquarelles de bâtiments, dort dans des foyers, et qui se rêve architecte d'un monde nouveau alors qu'il n'arrive même pas à construire sa propre vie. Et c'est ce contraste qui est glaçant, parce que le futur dictateur ne naît pas dans une scène spectaculaire, il se forme dans des années grises, de pauvreté, d'orgueil, d'humiliation mal digérée, de haine trouvée chez les autres puis faite sienne. Vienne ne suffit pas encore à expliquer Hitler, mais la ville lui donne quelque chose de précieux pour lui, des mots pour sa rancœur. Et une fois qu'un homme comme lui trouve des mots pour sa haine, il ne lui manque plus qu'un événement capable de lui donner une place. Et cet événement, ce sera la guerre. Il y a une chose étrange avec Hitler. Plus on avance dans son histoire, plus on se rend compte que les gens ont souvent voulu trouver une clé cachée, un détail ou une origine secrète, une anomalie familiale, comme si quelque part dans son arbre généalogique, il devait forcément exister une explication. Et forcément, avec un homme pareil, les rumeurs ont proliféré. Son vrai nom aurait été Schicklgruber,
Son grand-père aurait été inconnu, il aurait même eu des origines juives, il aurait caché quelque chose dans sa famille. Certains villages liés à ses ancêtres auraient même été effacés pour empêcher qu'on fouille trop loin. C'est exactement le genre de sujet qu'il faut traiter avec prudence. Parce que oui, la famille d'Hitler a des zones floues. Certains détails sont troublants et il y a de vraies incertitudes dans son arbre familial. Mais entre une incertitude et un secret explosif, il y a un monde. Et ce monde, beaucoup l'ont rempli avec des fantasmes. Pour comprendre, il faut remonter avant Hitler, avant les discours, Vienne, avant la guerre. Il faut regarder son père. Alois Hitler ne naît pas Alois Hitler. Il naît en 1837 sous le nom d'Alois Schicklgruber. Sa mère, Maria Anna Schicklgruber, n'est pas mariée au moment de sa naissance. Sur le registre de baptême, aucun père n'est indiqué. Et voilà le vrai noyau du mystère. Le grand-père paternel d'Adolf Hitler n'est pas connu avec une certitude absolue. C'est peu, mais c'est suffisant pour ouvrir une brèche. À l'époque, ce genre de situation n'est pas unique. Un enfant né hors mariage, un père absent du registre, un nom transmis par la mère, ce n'est pas une anomalie exceptionnelle dans une famille rurale du 19e siècle. Mais dans le cas d'Hitler, ce vide devient énorme parce qu'on le regarde après coup avec tout ce que son nom représente. Et là, évidemment, le moindre trou dans l'arbre familial devient suspect. Quelques années après la naissance d'Alois, Maria Anna épouse un homme nommé Johann Georg Hitler. Plus tard, Alois est élevé en partie par le frère de Johann Georg, Johann Nepomuk Hitler. Et en 1876, alors qu'Alois a déjà presque 40 ans, son acte de naissance est modifié. Johann Georg Hitler est officiellement ajouté comme son père. Alois abandonne alors le nom Schicklgruber et il devient Alois Hitler. Et ce détail est important parce qu'il démontre déjà une rumeur très connue. Adolf Hitler ne s'est jamais appelé Adolf Schicklgruber. Ce nom existe dans sa famille, oui, c'est le nom de naissance de son père, mais Adolf, lui, naît bien Hitler. Sauf que là encore, la réalité ne suffit pas toujours. Schicklgruber sonne plus ridicule, plus lourd, moins brutal. Alors l'idée a circulé. Imaginez si Hitler s'était tapé Schicklgruber, comme si l'histoire aurait été différente à cause d'un nom moins percutant. C'est presque absurde, mais ça dit quelque chose. Même dans le nom d'Hitler, on cherche une fissure, à le ramener à quelque chose de grotesque. On veut casser le mythe par le ridicule, et en soi on comprend pourquoi. Mais historiquement il faut rester précis, Adolf Hitler n'a jamais porté ce nom. Mais le vrai sujet ce n'est pas ça. Le vrai sujet c'est l'absence du père d'Alois dans le registre d'origine. Ce blanc administratif. Cette ligne vide, parce que cette ligne vide va devenir des décennies plus tard le point de départ d'une rumeur beaucoup plus lourde. Hitler aurait eu un grand-père juif. Et là il faut être très clair, aucune preuve solide ne permet d'affirmer ça. La rumeur existe, elle apparaît déjà dans les années 1920. Elle revient ensuite après la guerre, notamment avec les déclarations de Hans Frank, l'ancien avocat d'Hitler devenu haut dignitaire nazi. Après sa condamnation à mort à Nuremberg, Frank raconte qu'Hitler lui aurait demandé, en 1930, d'enquêter sur une possible origine juive dans sa famille. Selon cette version, la grand-mère paternelle d'Hitler aurait travaillé à Grasse chez une famille juive appelée Frankenberger, et le père d'Alois aurait pu être un membre de cette famille. Sur le papier, c'est un récit explosif, un Hitler obsédé par la pureté raciale qui aurait tremblé devant un secret dans sa propre ascendance. Forcément ça attire, forcément ça se raconte bien et ça donne l'impression d'un retournement presque romanesque. Sauf que ce n'est pas parce qu'une histoire est puissante qu'elle est vraie. Et dans ce dossier, le problème est justement là. Les preuves manquent. Le récit repose largement sur Hans Frank, un homme compromis, condamné qui écrit après coup, dans un contexte où il a toutes les raisons de réarranger, de dramatiser, de se donner un rôle. L'existence précise de cette famille Frankenberger dans ce cadre à ce moment reste hautement problématique. Les historiens ont largement rejeté cette thèse ou au minimum la considèrent comme non démontrée. Donc on peut raconter la rumeur, mais il ne faut pas la vendre comme un secret révélé. Ce qu'on sait, c'est qu'Alois Hitler est né hors mariage, que son père biologique reste incertain et que les candidats les plus probables sont liés à la famille Hitler, Johann Georg ou Johann Nepomuk. Ce qu'on ne sait pas, c'est l'identité absolument certaine de ce grand-père. Et ce qu'on ne peut pas faire, c'est transformer ce vide en preuve. Vous voyez le piège? Quand on parle d'Hitler, on a parfois envie que tout soit spectaculaire. Même son arbre familial, même ses origines, même les registres paroissiaux doivent presque devenir un thriller. Mais parfois, un mystère historique n'est pas un secret caché, c'est juste une absence de documents, une incertitude ancienne ou une zone grise qu'on ne peut pas combler proprement. Et cette zone grise est devenue énorme parce qu'elle touchait un homme obsédé par la race,
le sang, les origines et l'identité. C'est ça le point intéressant. Pas de dire Hitler avait peut-être ceci ou cela dans son sang, non. Le point intéressant, c'est qu'un homme qui a construit une idéologie criminelle autour de la pureté, de la filiation et de l'appartenance avait lui-même une ascendance paternelle impossible à établir complètement. Et là, il y a quelque chose de profondément révélateur. Hitler prétendait enfermer les êtres humains dans des catégories raciales rigides. Il voulait décider qui appartenait à quoi, qui avait le droit d'exister, d'être exclu, persécuté, détruit. Et pourtant, dans sa propre famille, il y avait du flou, de l'incertitude, des noms qui changent, une filiation tardivement corrigée, une origine paternelle impossible à verrouiller complètement. En réalité, son arbre familial montre exactement ce que son idéologie refusait d'admettre. Les identités humaines sont souvent complexes, imparfaites, parfois administrativement floues, pleines de hasards, de trous. Mais Hitler ne supportait pas ce flou. Il lui fallait des lignes nettes, des frontières, des cases, des ennemis. Et peut-être que c'est là qu'il faut être prudent. On ne peut pas affirmer que cette incertitude familiale l'a obsédé toute sa vie. On ne peut pas transformer ça en explication psychologique parfaite, mais on peut comprendre pourquoi cette faille a fasciné autant de monde. Parce qu'elle donne l'impression d'une contradiction intime. Cet homme, qui exige la pureté absolue, a une origine paternelle incertaine. Le dictateur qui veut classer les autres ne peut même pas classer parfaitement sa propre lignée. Et ça, évidemment, nourrit les rumeurs. Il y a aussi cette histoire autour de Dollersheim, le village lié aux origines paternelles d'Hitler. Après l'Anschluss, lorsque l'Autriche est annexée à l'Allemagne nazie en 1938, une vaste zone autour de Dollersheim est vidée de ses habitants pour devenir un terrain d'entraînement militaire. Des milliers de personnes sont déplacées, des villages disparaissent et la région liée à la famille paternelle de Hitler devient une zone militaire. Forcément, là encore, l'imagination s'emballe. Certains y voient la volonté d'effacer les traces de ses origines, comme si Hitler avait fait disparaître un paysage entier pour que personne ne puisse fouiller dans son passé. L'image est forte. Un dictateur qui transforme la terre de ses ancêtres en terrain militaire et qui recouvre les vieux registres, les cimetières, les souvenirs sous les bottes de son armée. Mais en réalité, il faut être plus nuancé. La zone a bien été transformée en terrain d'entraînement, des habitants ont bien été déplacés, le lien avec la région familiale d'Hitler existe, mais prouver que le but principal était d'effacer un secret généalogique, c'est autre chose. Et c'est là qu'on doit garder un cap. Il ne faut pas chercher à rendre Hitler plus mystérieux qu'il ne l'est, on cherche à comprendre pourquoi le mystère s'est accroché à lui. Dans le cas de ses origines, ici on a beaucoup d'ingrédients. Un père né hors mariage, un nom modifié, un grand-père incertain, cette idéologie obsédé par le sang, et puis une rumeur explosive concernant un village lié à ses ancêtres puis effacé par l'histoire militaire du Reich. Avec tout ça, on peut créer une sorte de légende, mais attention, une légende n'est pas une preuve, et ça c'est essentiel surtout dans le cas de Hitler, parce que plus on transforme sa vie en labyrinthe de secrets, plus on risque de lui donner une aura. Comme s'il avait toujours une pièce cachée, quelque chose d'interdit ou une vérité renversante qui expliquerait absolument tout. Sauf qu'en réalité, il n'y a pas de secret magique dans les origines d'Hitler. Il n'y a pas de révélation généalogique qui permette de comprendre l'horreur qui a suivi. Il y a une famille rurale, des naissances hors mariage, des registres incomplets, des noms qui changent et des silences qui sont habituellement ordinaires, devenus ici gigantesques parce que l'homme qui en descend a commis l'impensable. Et ça, c'est dérangeant. Parce qu'on aimerait pouvoir dire, voilà, tout vient de là, d'un secret de famille, d'une origine cachée, d'un mensonge dans le sang, mais non. Hitler ne devient pas Hitler parce qu'une ligne manque dans un registre. Il devient Hitler par ses choix, par ses idées, ses haines, par les mouvements politiques qui l'ont porté, par les gens qui l'ont suivi, par les institutions qui l'ont laissé monter, puis par le pouvoir criminel qu'il a exercé. La zone d'ombre familiale existe, oui, mais elle n'excuse rien, elle n'explique rien. Elle ne révèle pas une vérité plus profonde que ses actes. Et ça, c'est ce qui est indispensable de retenir. Le mystère des origines d'Hitler nous fascine parce qu'il promet une réponse simple, un secret caché derrière le monstre. Et parfois, le trou dans le registre reste un trou dans le registre. Mais le monstre, lui, se construit ailleurs. Hitler devait apparaître comme un homme sans vie privée. C'était presque indispensable à son mythe. Un chef ordinaire peut avoir une femme, une maison, des habitudes, des faiblesses, des moments de fatigue. Mais Hitler, lui, voulait être perçu autrement. Il devait donner l'impression d'être entièrement absorbé par sa mission, comme s'il ne vivait pas pour lui-même, comme s'il n'avait pas de désir personnel, pas de foyer véritable, pas d'intimité normale. L'image était simple. Hitler appartient à l'Allemagne, pas à une femme ou une famille. Et évidemment, c'était une mise en scène. Parce qu'en privé, Hitler avait bien un entourage,
des habitudes, des lieux où il se retirait, des relations qu'il protégeait du regard public. Sauf que tout cela devait rester caché parce que le personnage du Führer fonctionnait mieux s'il semblait presque détaché du monde ordinaire. On l'imagine souvent uniquement dans les meetings, les tribunes, les films de propagande, les images de foule, mais une grande partie de sa vie se déroule ailleurs, dans des appartements, des salons, des résidences de montagne, des conversations fermées au milieu d'un cercle de proches qui voient un Hitler différent, pas plus humain au sens rassurant du terme, différent, moins spectaculaire, souvent plus terne, rigide, répétitif, un homme avec ses manies, ses obsessions, ses colères, son besoin permanent d'être le centre de la pièce, et surtout un homme qui contrôle, et c'est un mot extrêmement important le concernant, le contrôle de son image, de ses photos, de ses apparitions, de ce qu'on doit savoir de lui. Et ça vaut aussi pour les femmes dans sa vie. Le cas le plus connu, c'est Eva Braun. Hitler la rencontre en 1929 dans le studio de Heinrich Hoffmann, son photographe personnel. Elle a 17 ans. Elle travaille là comme assistante, elle vend du matériel photo et développe des négatifs. Elle n'a pas une personnalité politique, elle n'est pas une figure publique. Elle entre dans l'histoire par une porte presque banale. Un simple studio photo à Munich dans l'entourage direct de celui qui façonne déjà l'image de Hitler. Et ce détail est particulier. Eva Braun apparaît précisément dans le monde des images, celui des photos, des poses, des mises en scène. Elle rencontre Hitler chez l'homme qui contribue à fabriquer son visage public et pourtant elle-même sera longtemps tenue hors de ce visage public. Pendant des années, Eva Braun existe surtout dans l'arrière-plan, dans l'intimité du Berghof, la résidence de Hitler près des Berchtesgaden. Elle fait partie du cercle privé. Elle tourne des films amateurs, prend des photos, profite d'un quotidien protégé, presque irréel pendant que le régime auquel elle est liée écrase l'Europe. Mais publiquement, elle n'a pas vraiment de place. Elle est là, mais elle ne doit pas être vue. Et là, on comprend quelque chose d'assez froid. Hitler ne cache pas Eva Braun parce qu'elle serait incompatible avec sa vie personnelle. Il la cache parce qu'elle est incompatible avec son rôle. Le Führer doit être disponible symboliquement. Il doit rester cette figure seule, entièrement dévouée au peuple allemand. Une compagne officielle le rendrait trop ordinaire. Elle donnerait un visage domestique à un homme qui veut apparaître comme une incarnation politique. Donc Eva Braun reste à distance. Elle est proche de lui en privé, mais presque effacée en public. C'est une existence étrange, être au cœur du cercle intime mais dans l'ombre, vivre auprès d'un homme dont le visage est partout tout en devant rester presque invisible. Elle n'est pas seulement la compagne cachée de Hitler, elle est aussi un élément de plus dans la mise en scène de sa solitude politique. Et ce n'est pas le seul cas où sa vie privée devient une zone d'ombre. Avant Eva Braun, il y a Geli Robal. Geli est la fille d'Angela Robal, la demi-sœur de Hitler, donc sa demi-nièce. Elle est jeune, vivante, elle veut chanter et sortir, avoir une vie. Dans les années 1920, elle entre dans l'entourage de Hitler puis elle vit un temps dans son appartement de Munich. Et là, les choses deviennent beaucoup plus lourdes. La relation exacte entre Hitler et Geli reste entourée de rumeurs. Certains ont parlé d'obsession, d'autres d'une relation amoureuse, d'autres encore ont avancé des accusations beaucoup plus sombres. Mais il faut être prudent, tout n'est pas prouvé et beaucoup de récits viennent d'ennemis politiques, de souvenirs tardifs ou de témoignages indirects. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que Hitler semble avoir exercé sur elle une emprise très forte. Il surveille, contrôle, interdit, il se porte mal l'idée qu'elle puisse lui échapper. Et ce schéma est déjà révélateur. Là encore, on ne voit pas un homme capable d'aimer simplement, librement ou normalement. On voit un homme qui veut posséder, enfermer. En septembre 1931, Geli Robal est retrouvée morte dans l'appartement munichois de Hitler. Elle a 23 ans. Elle est morte d'une blessure par balle. L'arme appartient à Hitler. La mort est officiellement considérée comme si Geli s'était elle-même ôté la vie. Et là, évidemment, la rumeur explose parce que la scène est terrible. Une jeune femme morte dans l'appartement de Hitler avec son arme à un moment où sa carrière politique prend de l'ampleur. Il n'en faut pas plus pour faire naître des questions et des soupçons. Est-ce qu'elle s'est vraiment ôté la vie? Est-ce qu'il y a eu une dispute? Que savait-elle? Quelle était la vraie nature de leur relation? Le problème, c'est qu'une partie de ces questions ne recevra jamais de réponse absolument propre, et ce vide a nourri la légende. Certains adversaires politiques s'emparent de l'affaire. Des journaux évoquent des éléments troublants. On raconte des histoires, parfois invérifiables, parfois franchement sensationnalistes. Le nom de Geli devient l'un des grands secrets sombres autour de Hitler. Mais dans notre récit à nous, il faut tenir la ligne. Nous n'avons pas besoin d'inventer quelque chose de plus noir que ce qui existe déjà. Une jeune femme de 23 ans meurt dans son appartement.
Hitler exerçait sur elle une influence possessive et sa mort provoque un scandale, puis se retrouve peu à peu absorbé par la machine politique. C'est déjà suffisamment glaçant. Et pour Hitler, cette mort semble avoir été un choc réel. Il est profondément affecté. Il conserve le souvenir de Geli, son image, son absence. Certains proches décrivent cette période comme l'une des rares où son équilibre semble vaciller. Mais là encore, il faut faire attention. Le fait qu'il ait souffert ne l'innocente de rien. Ça ne l'adoucit pas et ça ne le rend pas tragique. Ça montre seulement une chose. Dans sa vie privée aussi, tout tourne autour de lui. Même la douleur devient une pièce de son univers personnel. Après Geli, Eva Braun prend une place durable, mais toujours cachée. Elle tente elle aussi de se donner la mort à 2 reprises dans les premières années de leur relation. Ce détail est dur, oui, mais il compte, parce qu'il montre la violence psychologique d'un monde où être proche de Hitler ne signifie pas être reconnu, protégé ou aimé normalement. C'est une proximité qui isole. Eva Braun veut une place, Hitler lui donne une présence privée mais pas une existence publique. Elle est admise dans le décor intime, jamais dans le mythe officiel. Et pendant que l'Allemagne voit Hitler un chef supposément seul, presque marié à la nation, son cercle proche connaît une autre réalité. Celle d'un homme entouré, servi, protégé, dont les contradictions sont soigneusement gardées à l'abri. Au Berghof par exemple, le contraste est presque indécent. On y voit des scènes de vie privée avec des invités, des promenades, des chiens, des films amateurs. Un décor de montagne qui est propre et lumineux, presque paisible. Et c'est justement ce qui dérange, parce que cette tranquillité existe au même moment que les persécutions, la terreur politique, que la guerre. Vous voyez le problème? L'image privée ne rend pas Hitler plus normal, elle rend le contraste plus délicat, plus insupportable. D'un côté, on a un régime criminel qui détruit des vies à une échelle historique. De l'autre, un cercle intime qui continue à fonctionner comme une bulle, avec des repas, des conversations, des petits films, comme si l'horreur pouvait cohabiter avec la banalité. Et c'est ça qui peut faire extrêmement froid dans le dos. On aimerait que le mal ait toujours un décor cohérent, des murs sombres, des visages fermés, une atmosphère immédiatement monstrueuse. Mais parfois, il y a aussi des terrasses, des salons, des chiens, des rires, des paysages paisibles. La vie privée de Hitler ne révèle pas un homme caché qui viendrait contredire le dictateur, elle révèle plutôt la profondeur de son mensonge. Il voulait apparaître comme un homme sans attache, sans intimité, absorbé par une mission historique, alors qu'en réalité il avait une vie privée, mais elle devait rester contrôlée, rendue invisible dès qu'elle menaçait le personnage. Geli Romal montre l'emprise, Eva Braun montre l'effacement, et le Berghof montre la bulle. Et au centre de tout ça, il y a Adolf Hitler, un homme qui transforme même ses relations personnelles en territoire de domination. Pas en mystère romantique, et il n'y a pas de grand secret qui expliquerait tout, pas une vie cachée. Juste une intimité verrouillée, malsaine, organisée autour d'une seule chose, préserver le mythe. Et ce mythe, pour tenir, devait cacher non seulement ses relations, mais aussi son corps. Parce que l'homme qui prétendait incarner la force, la volonté et la maîtrise absolue, était en réalité beaucoup plus fragile physiquement qu'il ne voulait le montrer. Hitler voulait incarner la volonté pure. C'était l'image. L'homme debout devant les foules, le bras tendu, la voix dure et le regard fixe. Un corps transformé en symbole politique. Il devait paraître infatigable, presque indestructible, comme si sa seule énergie suffisait à porter un pays entier. Sauf que derrière cette façade, il y avait un corps beaucoup moins glorieux. Un corps malade, douloureux, surveillé, traité, piqué et aussi médicamenté. Et ça, c'est un contraste troublant de son histoire. Parce que dans la propagande, Hitler devait être l'homme de la maîtrise, celui qui domine ses émotions, son destin, ses ennemis. Mais dans l'intimité, surtout à partir des années 1930, il dépend de plus en plus d'un médecin personnel, Théodore Morel. Morel n'a pas l'allure d'un grand savant austère. Il est massif, mal vu par une partie de l'entourage nazi, souvent considéré comme un charlatan par ceux qui le côtoient. Mais Hitler, lui fait confiance et cette confiance devient presque totale. Leur rencontre a quelque chose de très révélateur. Hitler souffre de problèmes digestifs, de douleurs abdominales, de ballonnements, de troubles de la peau et de fatigue. Rien de très héroïque, rien qui colle avec l'image d'un chef inébranlable. Morel lui propose des traitements, des bactéries intestinales, des préparations, des vitamines, des injections. Hitler se sent mieux, alors à partir de là, Morel prend une place énorme. C'est souvent comme ça que commencent les dépendances les plus dangereuses. Pas avec une grande scène dramatique, mais avec un soulagement. On a un homme qui souffre, un médecin qui arrive et qui donne quelque chose au malade, et tout de suite, il se sent mieux. Alors, l'homme malade, quand il est de nouveau malade, revient, et Hitler
revient toujours. Peu à peu, Morel devient celui qu'on appelle pour tout. De la fatigue, des problèmes de digestion, des maux de tête, des insomnies. Il est toujours là, avec ses fioles, ses pilules, ses seringues, ses mélanges plus ou moins clairs. Il note ses traitements, ses injections et ses produits, et il devient une présence quotidienne. Et là, l'image du Führer commence à se fissurer. Pas publiquement, évidemment, le public ne voit pas ça. Lui ne voit que les discours et les apparitions officielles. Mais dans les coulisses, Hitler n'est pas seulement l'homme qui donne des ordres, c'est aussi un patient anxieux, plutôt méfiant, obsédé par son état et qui accepte ou refuse les traitements selon son humeur, qui ne se laisse examiner que superficiellement et qui veut se sentir capable tout de suite, maintenant. Et ça, c'est à prendre en compte. Morel ne soigne pas seulement un corps, il entretient une illusion. Hitler veut pouvoir continuer à apparaître fort, continuer à travailler, à recevoir, à donner l'impression qu'il contrôle encore tout, même quand son corps commence à l'abandonner. Et Morel lui fournit précisément cela. Pas une médecine de fond, prudente, mais des solutions immédiates. Une injection pour repartir, un stimulant pour tenir, ou un produit pour calmer, ou encore un autre pour dormir. Et forcément, avec le temps, la liste devient inquiétante. Vitamines, hormones, glucose, produits digestifs, calmants, stimulants, opiacés, cocaïne utilisée médicalement, préparation aux compositions parfois douteuses. Les récits les plus sensationnalistes donnent parfois l'impression que Hitler n'était plus qu'une marionnette droguée. Et il faut faire attention à ce détail-là parce que ce serait un peu trop simple. Hitler n'a pas commis ses crimes parce qu'un médecin lui a fait des injections. Ses idées, sa violence, son antisémitisme et sa vision du monde existaient bien avant les traitements les plus lourds. La guerre, les persécutions, la destruction de millions de vies ne peuvent pas être résumées à une histoire de médicaments. Dire l'inverse, ce serait presque lui offrir une échappatoire et il n'en mérite aucune, soyons bien clairs. Mais refuser le raccourci ne veut pas dire, pour autant, ignorer le sujet. Parce que son état physique raconte autre chose. La différence entre cette image qu'il voulait projeter à son peuple et la réalité qu'il voulait cacher. Et plus la guerre avance, plus le corps de Hitler se dégrade. Les témoignages évoquent des tremblements, notamment de la main gauche, une posture plus voûtée, une démarche plus raide, des gestes moins libres, plus de fatigue, d'irritabilité, de crispation. Plusieurs médecins et historiens ont discuté l'hypothèse d'une maladie de Parkinson ou d'un syndrome parkinsonien. Le diagnostic exact reste encore débattu parce qu'on travaille à partir d'archives, de films, de témoignages, mais ce qui est visible, c'est que l'homme qui devait incarner la force décline, et ce déclin, il faut presque le visualiser. D'un côté, on voit les cartes militaires étalées sur les tables, avec des ordres donnés sous une certaine assurance. Les armées sont déplacées sur le papier, puis il réalise un discours avec volonté concernant le sacrifice, la victoire. Et de l'autre, discrètement, on voit une main qui tremble, parfois cachée, une main qui contredit toute la mise en scène. Ce n'est pas un travail anecdotique. Dans un régime obsédé par la force, la santé, le corps, la virilité, le moindre signe de faiblesse devient un danger politique. Hitler ne peut pas apparaître malade, il ne peut pas apparaître diminué, il ne peut pas laisser son propre corps détruire le personnage qu'il a construit. Alors on filtre, on contrôle, on cache. On montre seulement ce qu'il faut montrer. Et là, Morel devient plus qu'un médecin. Il devient une sorte de technicien du mythe, celui qui maintient le corps assez longtemps pour que le personnage continue. Sauf que les traitements eux-mêmes deviennent une partie du problème. Après l'attentat du 20 juillet 1944, quand une bombe explose dans la Wolfschanze, Hitler survit. Il est blessé, secoué, son audition est touchée mais son corps encaisse le choc. Pour la propagande, sa survie est immédiatement transformée en signe du destin. Lui-même l'utilise comme une preuve qu'il serait protégé. Mais derrière cette lecture mystique, il y a une réalité beaucoup plus terre-à-terre. Un homme blessé, traumatisé et déjà affaibli qui entre dans les derniers mois de la guerre avec un corps et un esprit de plus en plus enfermés. Et là, les médicaments prennent encore plus de place. On lui donne des produits pour la douleur, l'énergie, pour calmer, pour compenser les effets des autres produits qu'il prenait déjà. Et là vous voyez le piège. À force de vouloir corriger chaque symptôme immédiatement, on finit par créer un système où le patient ne fonctionne plus sans intervention constante. Morel n'est pas le seul responsable de l'état de Hitler, mais il devient l'homme qui accompagne cette spirale, qui la nourrit, qui la rend possible jour après jour. Et son entourage le voit. Certains se méfient de lui, certains le trouvent sale, grossier, dangereux, voire incompétent. D'autres médecins encore s'inquiètent, mais Hitler protège Morel parce qu'il lui donne ce qu'il veut, une sensation de contrôle, même quand ce contrôle est faux. C'est ça qui est troublant concernant la santé d'Hitler. Il ne cherche pas forcément la vérité médicale, il cherche à pouvoir continuer à se sentir capable, à dominer la pièce, à croire qu'il tient encore debout même quand tout s'effondre autour de lui, et cette logique ressemble
étrangement à sa logique politique. Ne pas regarder la réalité en face, refuser les limites, écraser les signaux d'alerte. Et quand le réel insiste, on augmente la dose. Bien sûr, il faut rester assez prudent ici. On ne peut pas transformer chaque décision militaire absurde en conséquence directe d'une injection. On ne peut pas dire à tel moment, tel médicament produit telle catastrophe historique. Non, l'histoire ne fonctionne pas comme ça. Mais on peut dire une chose. À la fin, le corps de Hitler devient presque une métaphore de son régime. Une façade encore dure, encore violente, capable de donner des ordres, et derrière, une machine épuisée, malade, artificiellement maintenue, incapable de reconnaître son propre effondrement. C'est là que le mythe se retourne contre lui. Pendant des années, Hitler a voulu apparaître comme un homme supérieur, presque au-dessus des faiblesses ordinaires. Mais dans les coulisses, il dépend d'un médecin contesté, de traitements répétés, d'un corps qui tremble. L'homme qui exigeait la force des autres cachait sa propre fragilité. Celui qui parlait de pureté vivait entouré de substances. Celui qui prétendait incarner une volonté absolue ne supportait pas que son corps lui dise non. Et ce n'est pas une révélation qui explique tout, ce n'est pas une clé secrète de Hitler, ce n'est pas le vrai dossier qui change l'histoire, c'est un peu plus sordide que ça, c'est un rappel. Un rappel que derrière le symbole il y avait un corps, que derrière une posture il y avait une dépendance, et derrière une voix qui hurlait la maîtrise, il y avait un homme incapable de maîtriser sa propre dégradation. Et pourtant, aussi diminué soit-il, Hitler reste responsable évidemment jusqu'au bout. De ses idées, de ses ordres, de ses crimes, il est toujours responsable de la destruction qu'il continue d'exiger même quand tout est perdu. Les médicaments n'effacent rien, ils enlèvent seulement une couche du décor. Et quand on retire cette couche, on voit qu'il ne reste pas un chef invincible, il reste un homme malade, entouré de fioles, de seringues, de médecins inquiets qui s'accrochent encore à une image de puissance pendant que ce monde s'écroule. Mais les maladies, les médicaments et les tremblements ne sont qu'un des grands mystères associés à Hitler. Il y en a d'autres, beaucoup plus populaires, beaucoup plus vendeurs et aussi beaucoup plus piégeants. L'idée qu'Hitler et les nazis auraient été liés à des forces occultes. Il y a un moment où l'histoire d'Hitler bascule presque toujours dans le fantasme. On commence avec des archives, des discours, des décisions politiques, et puis très vite apparaissent les ruines, les sociétés secrètes, les châteaux, les expéditions, les objets sacrés, les cérémonies étranges. On parle de Graal, de l'ange du destin, les nazis qui auraient cherché des forces cachées pour gagner la guerre, et là forcément, ça attire, parce que c'est sombre, cinématographique, parce que ça donne à l'histoire une atmosphère presque surnaturelle. Sauf que c'est précisément là où il faut se méfier. L'idée d'un Hitler guidé par l'occultisme, manipulé par des forces invisibles ou initié dans une grande société secrète qui aurait préparé son ascension, c'est une image très puissante. Mais c'est aussi une image dangereuse parce qu'elle déplace le problème. Elle transforme une histoire politique, humaine, idéologique et criminelle en conte noir. Et quelque part, ça arrange presque tout le monde. Si Hitler devient une sorte de créature occulte, alors il n'est plus vraiment de notre monde. Il devient une anomalie, un démon historique, une exception absolue. On peut se dire que ce qui s'est passé vient d'ailleurs, d'une malédiction, d'une force étrange, d'un délire ésotérique réservé à quelques fanatiques. Sauf que non, le plus terrifiant dans Hitler, ce n'est pas qu'il ait été guidé par des forces surnaturelles, c'est qu'il ne l'était pas. Il avait des hommes, des bureaux, des ministères, des policiers, des juristes, des professeurs, des soldats, des gens très réels dans des institutions très réelles qui ont participé à une idéologie elle aussi très réelle. Et c'est beaucoup plus inquiétant. Alors oui, il existe un vrai lien entre certains milieux nazis et des formes d'ésotérisme, de mythologie, de pseudo-sciences raciales. Il ne faut pas non plus balayer le sujet d'un revers de main, ce serait trop simple dans l'autre sens. Mais il faut bien faire la différence entre trois choses. Ce qui est établi, exagéré et ce qui relève du pur fantasme. D'abord, ce qui est établi. L'Allemagne et l'Autriche de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle sont traversés par des courants nationalistes racistes, mystiques, pseudo-scientifiques. On parle de peuple, de race de sang, de sol, de destin, d'ancêtres germaniques et de pureté perdue, de retour à une grandeur ancienne. Ce genre d'idées circule bien avant Hitler. Elles existent dans des cercles volkisch, dans des groupes pan-germanistes, dans des mouvements ésotériques chez des auteurs obsédés par une prétendue supériorité aryenne. Certains mélangent mythologie nordique, christianisme déformé, racisme biologique, théories délirantes sur les origines des peuples et vision apocalyptique de l'histoire. Hitler n'invente pas ce climat, il le trouve autour de lui. Et plus tard, le nazisme va reprendre une partie de cette matière. Les symboles, l'idée de pureté, l'obsession du sang, ce culte des origines. Cette mise en scène d'un peuple élu,
le rêve d'un empire présenté comme un retour à quelque chose d'ancien. Mais ça ne veut pas dire que le nazisme est simplement une secte occulte devenue État, et c'est là que beaucoup de récits dérapent. Ils prennent des éléments réels, puis ils les assemblent comme un puzzle secret. Une société obscure par-ci, une rune par-là, avec un château et une expédition, un dignitaire nazi fasciné par les anciens germains, et à la fin, on obtient une sorte de grand scénario caché. Hitler aurait été le produit d'un ordre mystique, d'une force invisible et d'un plan ésotérique. Ça peut être séduisant, mais l'histoire n'est pas aussi propre. Prenez la société de Thulé par exemple. C'est probablement l'un des noms les plus associés aux fantasmes occultes autour du nazisme. La société Thulé apparaît à Munich après la Première Guerre mondiale dans un milieu nationaliste, antisémite, anticommuniste, obsédé par les origines germaniques et les mythes nordiques. Certains hommes liés de près ou de loin au début du nazisme passent par ce genre de milieu. Le petit parti ouvrier allemand que Hitler rejoint en 1919 et qui deviendra ensuite le parti nazi, né dans cet univers munichois radical, rempli de groupuscules, de revanchards, d'anciens combattants et de militants d'extrême droite. Donc oui, il y a un décor, des passerelles, des idées qui circulent, mais Hitler lui-même n'a pas besoin d'être imaginé comme un initié occulte pour comprendre son ascension. Il entre dans un parti politique minuscule, découvre sa force d'orateur et prend le contrôle du mouvement, puis radicalise son discours et transforme une nébuleuse d'idées haineuses en programme politique. C'est déjà suffisamment grave, pas besoin d'ajouter un hôtel secret au fond de la pièce. En réalité, celui qui semble le plus attiré par les mythes germaniques, les rites et les symboles, ces projets pseudo-scientifiques, ce n'est pas Hitler, c'est Himmler. Heinrich Himmler, le chef de la SS, celui qui est probablement la figure centrale si on veut parler sérieusement de ce sujet. Lui, oui, est obsédé par l'idée de donner à la SS une profondeur historique, presque religieuse. Il ne veut pas seulement diriger une organisation de terreur, il veut construire un ordre, une élite, une sorte de chevalerie raciale fantasmée avec ses rituels, ses ancêtres, ses symboles et son langage. Et là, on arrive à l'Ahnenerbe. Le nom signifie à peu près héritage ancestral. Cette organisation est fondée en 1935, notamment par Himmler, avec l'idée de rechercher, documenter et surtout fabriquer une histoire des origines germaniques et aryennes. Officiellement, on parle de recherche, d'archéologie, d'anthropologie, de folklore, de traditions anciennes. En réalité, la conclusion est souvent décidée avant l'enquête. Il ne s'agit pas de chercher la vérité, il s'agit de trouver des éléments qui confirment déjà l'idéologie. C'est ça, la pseudoscience. On part d'un fantasme racial, puis on force les objets, les ossements, les langues, les symboles, les légendes à entrer dans ce fantasme. On fouille le passé comme on fouille une scène de crime, mais avec le coupable déjà choisi. Tout ce qui arrange est conservé. Tout ce qui dérange est ignoré, tordu, effacé. Et ça, c'est beaucoup plus important qu'une histoire de magie. Parce qu'une croyance occulte reste limitée tant qu'elle reste dans une cave, un cercle fermé dans un livre bizarre. Mais quand un État lui donne des moyens, des uniformes, des laboratoires, des expéditions, des budgets, là elle change de nature, elle devient dangereuse. La SS ne se contente pas de rêver à un passé mystique, elle essaie de le rendre officiel, de lui donner des preuves, de l'imposer comme une vérité. Et dans le monde nazi, cette vérité sert ensuite à justifier l'exclusion, la domination, la conquête, la violence. Vous voyez le problème, l'occultisme nazi quand il existe n'est pas seulement une passion étrange de quelques hommes bizarres, il devient parfois une décoration idéologique pour une politique bien concrète. On ne tue pas avec une rune, on tue avec des ordres, des armes, des trains, mais la rune, le mythe, le récit des ancêtres, tout cela peut donner au tueur l'impression qu'il participe à quelque chose de plus grand qu'eux, et là ça devient dangereux. C'est pas le surnaturel en tant que tel, c'est le besoin de sacraliser la violence. Himmler transforme la SS en monde fermé, avec ses codes, ses cérémonies, son imaginaire. Le château de Wewelsburg, par exemple, devient un lieu chargé de fantasmes. Himmler veut en faire un centre symbolique pour la SS, un endroit de rassemblement, de projection. Avec le temps, ce lieu nourrira énormément de récits autour d'un supposé cœur occulte du nazisme. Et là encore, il faut garder la tête froide. Wewelsburg existe, l'obsession symbolique de Himmler existe, la volonté de donner une dimension quasi religieuse à la SS existe aussi, mais entre ça et l'idée d'une magie noire organisée au sommet du Reich, il y a un gouffre. Le problème, ce n'est pas que les nazis auraient ouvert un portail vers des forces obscures, le problème c'est qu'ils ont créé un système où des mythes absurdes pouvaient être traités comme des vérités d'État. Et il y a aussi, bien sûr, les expéditions. La plus célèbre, c'est sans doute l'expédition allemande au Tibet. En 1938-1939, menée sous l'influence de cette obsession des origines. Là encore, ça nourrit énormément de fantasmes.
Le Tibet, les crânes mesurés, les théories raciales, cette recherche d'une origine aryenne mystérieuse, visuellement on dirait presque un film. Sauf que derrière l'image d'aventure, il y a quelque chose de beaucoup plus sordide. Des hommes qui essaient de donner une légitimité scientifique à une hiérarchie raciale délirante. Ils ne cherchent pas la sagesse cachée du monde, ils cherchent des preuves pour une idéologie raciste. Et la nuance change tout. Parce que si on raconte ça comme une quête mystique, on risque presque de rendre le sujet fascinant. Alors qu'en réalité, c'est une entreprise de falsification, une tentative de tordre le passé, les corps, les cultures pour les faire entrer dans une vision criminelle du monde. Et Hitler dans tout ça, c'est ici qu'on peut revenir à lui. Lui n'est pas absent de cet univers évidemment, il baigne dans une époque où ses idées existent. Son régime utilise des symboles, des mythes, des références antiques et germaniques. Son idéologie est traversée par une vision quasi apocalyptique de la lutte raciale. Dans Mein Kampf, il présente l'histoire comme un combat brutal entre peuples et races, avec les juifs désignés comme l'ennemi central. Mais Hitler n'est pas principalement un mage, un ésotériste ou un grand prêtre occulte, c'est un politique fanatique. Un homme qui transforme le ressentiment en programme, le racisme en loi, la haine en stratégie, la paranoïa en vision du monde et la violence en système d'État. C'est moins spectaculaire qu'une légende de magie noire, mais c'est beaucoup plus concret, plus réel. On comprend alors pourquoi le mythe occulte a autant prospéré après la guerre. Il donne à Hitler une dimension presque fanatique, ça le rend plus mystérieux, plus étrange, plus extérieur à l'humanité ordinaire. Il permet aussi de raconter le nazisme comme une histoire d'ombre, de sociétés secrètes, d'objets maudits, de forces cachées. Et oui, ça peut être tentant, mais c'est aussi une manière de détourner le regard. Parce que la vraie question à se poser n'est pas est-ce qu'Hitler avait un pouvoir occulte, c'est plutôt comment une société moderne a-t-elle pu accepter que des fantasmes raciaux, des pseudosciences et des mythes de pureté deviennent des politiques publiques. Comment des diplômés, des médecins, des professeurs ont-ils pu participer à ça? Comment des idées absurdes ont-elles pu passer du tract militant au décret? Du discours du meeting au formulaire administratif, de la haine imaginaire à la violence réelle. Voilà le mystère. Ce n'est pas la magie, c'est la transformation d'un délire en institution. Ça, c'est véritablement malaisant. Parce que les mythes nazis n'ont pas eu besoin d'être vrais pour produire des effets réels. Ils n'avaient pas besoin de reposer sur des preuves. Il suffisait que des hommes au pouvoir y croient, ou fassent semblant d'y croire, ou comprennent leur utilité politique. Un mythe peut être faux et tuer quand même. Une pseudo-science peut être absurde et remplir des dossiers. Une théorie raciale peut être délirante et devenir une loi. C'est pour ça que l'occultisme nazi doit être raconté mais démonté en même temps. Oui, il y a des symboles, des rites, oui, il y a Himmler, l'Ahnenerbe, les fantasmes d'origine aryenne avec des expéditions, les cercles idéologiques et des récits étranges, mais non, Hitler n'a pas besoin d'un secret surnaturel pour être compris. Il suffit de regarder ce qu'il disait, ce qu'il écrivait, ce qu'il promettait et ce qu'il a fait. Et c'est ça, en réalité, qui est plus insupportable. Les forces obscures n'étaient pas cachées dans un temple, elles étaient dans les discours, dans les lois, dans les bureaux, dans les regards de ceux qui acceptaient de classer les êtres humains en vie digne ou indigne. Alors oui, l'occultisme donne au nazisme une aura de mystère, mais cette aura peut devenir un piège, parce qu'à force de chercher le secret caché, on risque d'oublier la vérité visible. Hitler n'était pas terrifiant parce qu'il aurait commandé à des puissances invisibles, il était terrifiant parce qu'il a réussi à convaincre des hommes réels d'obéir à une vision du monde monstrueuse. Et après avoir regardé les mythes, les symboles, les pseudosciences et les fantasmes qui ont entouré son régime, il faut maintenant revenir à ceux qui l'ont vu de près. Parce qu'il y a une autre manière de démonter le mythe Hitler. Écoutez ceux qui ont partagé ses pièces, ses repas, ses colères, ses silences. Ceux qui n'ont pas seulement vu le Führer sur une tribune, ceux qui ont vu l'homme quand la mise en scène retombait. Pour comprendre le mythe Hitler, il ne suffit pas de regarder les discours. Il faut se faufiler dans les pièces où les caméras officielles ne filment plus vraiment. Les salons du Berghof, les repas privés, les couloirs des quartiers généraux ou alors les longues soirées où Hitler ne crie pas devant une foule, mais parle encore, parle trop, entouré de gens qui écoutent. Et là, l'image change, mais pas dans le bon sens. On ne découvre pas un homme secret, profond, brillant, caché derrière cette apparence de dictateur. On découvre souvent quelque chose de plus problématique. Un homme répétitif, rigide, enfermé dans ses obsessions et entouré d'un cercle qui le laisse occuper tout l'espace. Ceux qui l'ont approché décrivent parfois un Hitler presque banal en apparence, poli avec certaines secrétaires, capable de petites attentions, aimant ses chiens en regardant des films, parlant de nourriture,
d'architecture, de santé, de guerre bien sûr, de peuple et de destin. Et c'est précisément là que le piège commence. Parce qu'on pourrait se dire, voilà l'homme derrière le monstre. Sauf que non, ce n'est pas l'homme derrière le monstre, c'est plutôt le monstre dans ses heures calmes. Et cette vision-là, ça change tout. Il y a toujours eu cette tentation avec Hitler de chercher un contraste spectaculaire, de le voir en public comme un dictateur et en privé peut-être comme quelqu'un d'autre, comme si la porte de son intimité pouvait révéler une vérité cachée, une explication, une faille, quelque chose qui nous permettrait de comprendre. Mais chez Hitler, le privé ne contredit pas vraiment le public, il le complète. Dans les réunions officielles, il impose. Dans les conversations privées, également. Pas toujours avec des cris ou des menaces. Parfois simplement en occupant la parole, en répétant les mêmes idées, en forçant les autres à graviter autour de lui. Son entourage ne fonctionne pas comme un groupe d'amis ordinaires, il fonctionne comme une cour. Et ce mot est important. Retenez-le, une cour. Autour de Hitler, il y a des proches. Des secrétaires, des aides de camp, des domestiques, des médecins, des photographes, des dignitaires, des épouses de dignitaires, Eva Braun, Martin Bormann, Albert Speer, Heinrich Hoffmann et tous ceux qui, à différents moments, ont accès au cercle privé. Mais cet accès n'est jamais neutre. Être proche de Hitler, ce n'est pas seulement partager un repas, c'est approcher le centre du pouvoir. C'est exister dans un monde où chaque regard, chaque faveur, chaque invitation, chaque mot peut compter. On ne vient pas seulement voir un homme, on vient se placer dans l'orbite du Führer. Et cette orbite déforme tout. Au Berghof, dans les Alpes bavaroises, la mise en scène est presque parfaite. La montagne, les grandes baies vitrées, la terrasse, les chiens, les films amateurs d'Eva Braun. On voit Hitler dans un décor lumineux presque domestique. Il n'est plus seulement sur une tribune, il est assis. Il marche, parfois il sourit. Mais ce calme est une illusion dangereuse, parce que pendant que cette petite société vit dans une bulle confortable, le régime, lui, il persécute, il emprisonne, déporte, détruit. Le Berghof ne montre pas un Hitler normal, il montre comment le crime peut cohabiter avec des gestes ordinaires. Et ça, franchement, c'est un problème. L'horreur n'a pas toujours besoin d'un décor d'horreur. Elle peut avoir des nappes propres, de jolis paysages, des conversations banales et des gens bien habillés qui font comme si tout cela était normal. Ceux qui entourent Hitler voient cette normalité-là, ou plutôt, ils choisissent de la voir, parce que cette normalité les protège. Elle leur permet de rester, de continuer, de se dire qu'ils ne sont pas au cœur d'une machine criminelle, mais dans l'entourage d'un homme historique, d'un chef, d'un patron, d'un personnage qu'ils servent. Et là, on touche du doigt quelque chose de véritablement inconfortable. Beaucoup de témoins proches de Hitler, après la guerre, auront tendance à raconter un Hitler privé, presque séparé du Hitler politique. Le Hitler qui était courtois avec son personnel, qui aimait son chien et qui parlait calmement, qui ne leur aurait pas montré la réalité de ses crimes. Le problème est là, cette séparation est commode. Elle permet de dire « moi, j'ai vu l'homme privé, pas le criminel. Moi, je ne savais pas tout. Je n'étais qu'une secrétaire, un valet, un proche parmi d'autres. Moi, je voyais les repas, les habitudes, pas les camps, pas les fusillades, pas les déportations. » Et parfois, une partie de ça peut être vraie sur le niveau exact d'information. Tout le monde dans son entourage ne connaît pas chaque détail, chaque mécanisme, mais l'ignorance complète, elle, devient beaucoup plus difficile à accepter à mesure que la guerre avance et que les signes sont partout. La vérité, c'est que le cercle intime de Hitler n'est pas seulement un groupe de témoins, c'est aussi un écran entre lui et le monde, entre le personnage et la réalité, un écran entre la violence du régime et le confort de ceux qui vivent tout près du pouvoir. Et ce cercle joue un rôle essentiel. Il confirme Hitler dans son propre mythe. Il l'écoute, il le protège, il filtre les accès, son quotidien est organisé, il rit quand il faut rire, il se tait quand il faut se taire. Il apprend à lire son humeur, à éviter certains sujets, à renforcer l'illusion qu'il est encore au centre de tout. Même les conversations privées deviennent une scène. Hitler parle longuement, surtout le soir. Des monologues interminables sur l'histoire, l'art, la race, les peuples, les ennemis. Des propos notés en partie par son entourage pendant la guerre, même si ces textes doivent être utilisés avec prudence parce qu'ils ont été retranscrits, traduits et parfois manipulés. Mais l'image générale qui en ressort reste plutôt parlante. Hitler ne dialogue pas vraiment, il déroule. Il ne cherche pas à être contredit ou à apprendre, il veut imposer une vision du monde et ceux qui sont là écoutent. C'est là l'atmosphère de ce cercle intime. Une proximité qui ne crée pas de vérité, au contraire. Plus les gens sont proches, plus ils apprennent à ne pas voir certaines choses, à ne pas poser certaines questions, à ne pas nommer ce qu'ils ont sous les yeux. Traudl Junge, l'une de ses secrétaires, est un exemple très fort. Elle arrive dans l'entourage de Hitler pendant la guerre,
Jeune, impressionnée, happée par un monde qui se présente à elle comme prestigieux. Elle travaille pour lui dans ses quartiers généraux, au Berghof, puis jusqu'au bunker de Berlin. C'est elle qui tape son testament politique dans les dernières heures. Après la guerre, son témoignage deviendra l'un des plus connus, justement parce qu'il montre cette distance étrange entre la proximité physique et la compréhension morale. Elle a vu Hitler de près, elle a mangé à proximité de lui, elle a entendu sa voix hors des discours, elle a observé ses habitudes et pourtant, elle dira longtemps avoir été aveuglée à l'ampleur de ce qui se passait. Et là, nous devons faire attention. On peut comprendre comment une jeune femme entre dans une machine de pouvoir, comment elle se laisse impressionner, comment elle compartimente ce qu'elle voit, mais comprendre le mécanisme ne veut pas dire l'excuser. Ce qui dérange dans ces témoignages, c'est justement cette capacité humaine à vivre près de l'horreur en ne regardant que la partie supportable. Comme par exemple la salle à manger plutôt que le front, la dictée plutôt que les déportations, de voir le patron poli plutôt que le chef criminel. Et cette routine est terrible parce qu'elle rend l'histoire moins abstraite. Hitler n'est pas seulement un homme qui ordonne depuis des affiches ou des archives, c'est quelqu'un qui se lève, qui mange, qui se plaint, qui se soigne, qui promène son chien, qui exige qu'on s'adapte à ses horaires, qui regarde ses interlocuteurs comme des satellites autour de lui. On pourrait croire que cette banalité le diminue, alors qu'en réalité elle le rend plus inquiétant, parce qu'elle rappelle que les crimes historiques ne sont pas toujours commis par des figures théâtrales 24 heures sur 24. Ils peuvent aussi être décidés par des hommes qui, ensuite, vont dîner, vont au théâtre, se plaignent de problèmes de santé ou regardent juste un film, et le cercle autour d'eux continue à fonctionner. Martin Bormann, par exemple, devient progressivement une figure centrale de cet univers. Il contrôle l'accès, organise. Dans les dernières années, il est l'un des hommes qui tiennent la porte du pouvoir. Être proche de Hitler, ce n'est pas seulement connaître Hitler, c'est aussi traverser le système Bormann. Les rivalités, les jalousies, les faveurs, les petites guerres d'influence, et ça aussi, ça casse le mythe. Le pouvoir de Hitler n'est pas une ligne pure entre un chef et un peuple, c'est une cour avec ses intrigues, ses dépendances, ses lâchetés. Un monde où chacun essaie de deviner ce que Hitler veut, parfois avant même qu'il le dise. Un monde où la volonté du chef devient une règle non écrite puis une excuse, puis une arme, et ce mécanisme est fondamental. Parce qu'autour de Hitler, beaucoup n'obéissent pas seulement à des ordres précis, certains anticipent, ils interprètent, ils cherchent à plaire. Ils radicalisent parfois leurs propres actions pour montrer qu'ils ont compris la direction. Et dans ce genre de système, le chef n'a même pas besoin de tout formuler dans le détail pour que la machine devienne plus violente. L'entourage ne freine pas le mythe, il le nourrit. C'est là que les témoins proches sont précieux, mais dangereux. Précieux parce qu'ils nous montrent des détails que les grandes archives politiques ne montrent pas toujours. Les gestes, les habitudes, le quotidien. Dangereux parce que beaucoup d'entre eux racontent aussi leur propre défense. Après 1945, chacun veut survivre moralement à ce qu'il a approché. Chacun veut trouver la bonne distance. Assez proche pour dire j'ai vu, assez loin pour dire je ne savais pas. Sauf que cette phrase, je ne savais pas, finit toujours par poser une autre question. Qu'est-ce qu'il ne voulait pas savoir ? Au fond, c'est peut-être ça que révèle le cercle intime de Hitler. Pas seulement l'homme derrière la tribune, mais le confort de ceux qui acceptent de vivre autour du mensonge. Parce que le mensonge ne tient pas tout seul. Il faut des gens pour fermer les rideaux, pour servir le repas, filtrer les visites, sourire dans les films privés. Et c'est pour cela que le Berghof était un lieu si étrange en lui-même. Ce n'est pas un simple lieu de repos. C'est une vitrine intime, un endroit où Hitler peut se présenter comme un homme simple, presque domestique, tout en restant au centre d'un système de domination. Un lieu où le politique se cache dans le privé, où le privé protège le politique. Le mythe du Führer ne se construit donc pas seulement sur les grandes places, devant les foules, il se construit aussi dans les salons, dans les repas, dans les souvenirs après-guerre où chacun tente de se retirer un peu du cadre. Et à la fin, quand on écoute ceux qui l'ont vu de près, on ne découvre pas de secrets spectaculaires. On découvre d'ailleurs quelque chose de plus banal, donc de plus difficile à regarder en face. Hitler avait besoin d'un monde autour de lui pour rester Hitler. Un monde qui l'écoute, qui le protège, qui accepte de confondre proximité et innocence. Et c'est là que le mythe commence vraiment à se refermer sur lui-même. Parce qu'à force d'être entouré de gens qui ne le contredisent plus, à force de vivre dans une cour où la réalité arrive filtrée, Hitler s'enferme dans son propre univers. La guerre avance, les défaites s'accumulent, les villes brûlent et l'Allemagne, elle, recule. Mais autour de lui, jusqu'au bout, il reste des fidèles, des secrétaires, des aides, des hommes qui continuent à attendre une décision, un ordre, même quand tout est déjà perdu. Et bientôt, cette cour ne sera plus au Berghof, face aux montagnes. Elle sera sous terre, dans un bunker à Berlin. À la fin, Hitler ne domine plus rien. Il est sous terre. Au-dessus de lui, Berlin brûle.
Les rues sont éventrées, les immeubles s'écroulent, les civils se terrent dans les caves. Les derniers soldats allemands reculent maison par maison. L'artillerie soviétique frappe la ville sans relâche. Le Reich qui devait durer 1000 ans n'est plus qu'un champ de ruines. Et son chef vit enfermé dans un bunker sous la chancellerie. Pendant des années, Hitler a voulu apparaître au-dessus du peuple, au-dessus des hommes, du destin. Et à la fin, il est littéralement enterré vivant dans sa propre capitale. Ce n'est pas une fin grandiose, c'est une fin plutôt étouffante, sale. Le Führer-Bunker n'a rien d'un palais souterrain, c'est un espace fermé, bétonné, éclairé artificiellement, où l'air devient lourd, où les journées et nuits se confondent, où les explosions du dehors arrivent comme des coups sourds dans les murs. Les gens vivent les uns sur les autres, militaires, secrétaires, aides de camp, gardes, proches du régime, tous coincés dans cette dernière bulle de pouvoir. Et au centre, Hitler, affaibli, nerveux, vieilli, toujours capable de donner des ordres, toujours entouré de gens qui l'écoutent mais déjà coupé du réel. Il continue à déplacer des armées sur des cartes alors que ces armées n'existent presque plus. Il parle de contre-attaques impossibles, il attend des divisions épuisées, dispersées qui ne peuvent plus sauver Berlin. Dans le bunker, le pouvoir devient presque une scène absurde. Des cartes, des noms d'unités, des flèches, des télégrammes, des officiers qui entrent et sortent, et dehors, la réalité qui avance quand même. Les soviétiques ne sont plus une menace lointaine, ils sont dans la ville. Ils se rapprochent, et chaque heure rend le mensonge plus difficile à maintenir. Mais Hitler s'accroche. Il ne veut pas seulement gagner une guerre. À ce stade, il veut surtout que la réalité obéisse encore à son récit. Il veut croire que la volonté peut remplacer les hommes et les munitions. Il a passé sa vie politique à transformer ses fantasmes en ordre. Et dans le bunker, il découvre que le monde réel ne suit plus. Et là, pour lui, tout se fissure. Le 20 avril 1945, Hitler a 56 ans. C'est son dernier anniversaire. C'est quelque chose de presque irréel. Autour de lui, le régime s'effondre. Les armées alliées avancent de tous les côtés. Berlin est en train d'être encerclé. Et pourtant, dans cette fin de monde, il y a encore une forme de protocole. Des visiteurs, des félicitations, des gestes officiels comme si le décor du pouvoir continuait mécaniquement, même quand le pouvoir lui-même n'est plus qu'une carcasse. C'est ça qui frappe dans les derniers jours d'Hitler, le décalage. La ville meurt mais la cour continue. Les ordres n'ont plus de sens mais on les note encore. Le chef est fini, mais on l'appelle encore Führer. Et là, on comprend que le mythe ne disparaît pas d'un coup, il se débat. Il continue par automatisme. Il tient encore parce que des gens continuent de jouer la scène. Et le 22 avril, cette scène craque vraiment. Hitler apprend que la contre-attaque attendue du général Steiner n'aura pas lieu. Il comptait sur elle comme sur une dernière manœuvre capable de repousser les soviétiques. Sauf que l'ordre est irréaliste. Les forces ne sont pas là, la situation est déjà trop avancée. Et là, dans le bunker, Hitler explose. Pas dans une colère de chef qui reprend la maîtrise, dans une colère d'homme qui voit son monde intérieur s'effondrer. Il accuse l'armée, les généraux, les trahisons, les lâchetés. Il finit par admettre que la guerre est perdue. Il parle de rester à Berlin, de mourir là, de ne pas fuir. Et ça, c'est central parce qu'il montre enfin la vérité du bunker. Hitler ne cherche plus à sauver l'Allemagne, il cherche à organiser sa propre fin. Mais même cette fin, il veut encore la contrôler. Il refuse l'idée d'être capturé. Il refuse l'idée d'être exposé vivant par les soviétiques. La capitulation personnelle, ce n'est pas du courage, c'est encore du contrôle de l'image. Jusqu'au bout, Hitler pense à ce qu'on verra de lui, à ce qu'on dira, à ce qui restera. Il veut choisir sa sortie. Et pendant ce temps dehors, des gens continuent de mourir pour une guerre déjà perdue. C'est l'un des aspects probablement les plus révoltants de ces derniers jours. Hitler sait que tout est fini mais il ne met pas fin au sacrifice. Il ne cherche pas à épargner Berlin, il ne libère pas l'Allemagne de son délire. Il préfère entraîner tout ce qui reste du pays dans sa chute. Et là, on voit le fond de sa logique. Si l'Allemagne ne peut pas être son Allemagne, alors elle peut disparaître. Il y a dans cette fin quelque chose de profondément nihiliste. Hitler ne se contente pas de perdre, il veut que la perte soit totale. Il veut que le monde brûle autour de lui pour que sa disparition ait encore une forme de grandeur. Même dans l'effondrement, il cherche une mise en scène. Mais le bunker, lui, ne donne aucune grandeur. Il donne des couloirs, des bruits d'obus, des visages fatigués. Et les nouvelles arrivent de plus en plus mauvaises. Le 25 avril, Berlin est encerclé. Ce même jour, à Torgau, les forces soviétiques et américaines se rejoignent. Symboliquement, l'Allemagne nazie est coupée, prise en étau, terminée. Mais dans le bunker, on continue encore. On attend l'impossible, et ce mot revient sans cesse. Attendre une armée qui ne viendra pas, un ordre qui changerait tout, attendre que le monde réel offre encore une dernière chance au mythe. Sauf que le réel n'offre plus rien. À partir de là, la fin devient presque administrative, préparée. On pourrait imaginer des derniers jours furieux, remplis de grandes scènes, mais une partie de cette fin se joue aussi dans les papiers.
dans les signatures, les messages, les testaments, même au bord du gouffre, le régime continue de produire des documents. Dans la nuit du 28 au 29 avril, Hitler épouse Eva Braun dans le bunker. Après toutes ces années où il l'a tenue dans l'ombre, après toute cette mise en scène d'un chef supposément sans vie privée, il l'épouse au moment où il n'y a presque plus rien à sauver. C'est un mariage de fin du monde, pas une ouverture ou une promesse, c'est juste une formalité avant la mort. Peu après, il dicte son testament politique et son testament privé à Traudl Jung. Et là, même dans ses derniers mots officiels, Hitler ne sort pas de sa vision du monde. Il ne reconnaît absolument pas ses crimes, ni l'horreur qu'il a provoquée. Il ne regarde pas les ruines autour de lui comme le résultat de ses choix. Il continue à accuser, à haïr. Il continue notamment à rejeter la faute sur les Juifs. Jusqu'au bout, il reste prisonnier de l'idéologie qui a structuré sa vie politique. Ce n'est pas le testament d'un homme qui comprend, mais celui d'un homme qui persiste. Et ça, c'est important, parce qu'on pourrait croire que la fin révèle une lucidité tardive, qu'au fond du bunker, face à l'échec total, Hitler aurait vu la vérité de ce qu'il avait fait. Mais non, rien ne montre une vraie prise de conscience morale. Il ne regrette absolument rien si ce n'est l'échec. Et ça, ce n'est pas pareil. Il règle aussi ses comptes avec ceux qu'il considère comme des traîtres. Göring, Himmler, ceux qui tentent de négocier, de sauver quelque chose pour eux-mêmes. Même au moment où tout s'effondre, la cour se décompose en trahison, en exclusion. Le centre ne tient plus. Et là, il y a un autre épisode très sombre. Hermann Fegelein, le beau-frère d'Eva Braun, lié à Himmler, est arrêté puis exécuté pour désertion et trahison. Même dans les toutes dernières heures, la violence interne continue. Le régime se tue lui-même pendant qu'il meurt. Dans le bunker, on distribue aussi du poison. Se donner la mort devient une possibilité organisée, pas seulement une idée abstraite. Des capsules de cyanure circulent, Hitler fait tester le poison sur sa chienne, Blondie. Un détail souvent raconté parce qu'il est frappant, insupportable dans ce choix morbide. L'homme veut s'assurer que la mort fonctionne, et là encore, aucune grandeur, aucune légende noire. Juste un homme qui prépare sa disparition avec la même obsession de contrôle qu'il a appliquée au reste. Le 29 avril, il fait ses adieux à certains membres du personnel. Il serre des mains, dit quelques mots. Les témoins décrivent un monde où tout le monde comprend que la fin est proche, mais où chacun continue d'avancer dans une sorte de théâtre épuisé. Et dehors, les combats se rapprochent encore. Le 30 avril 1945, Hitler prend son dernier repas puis s'enferme avec Eva Braun. Quelques instants plus tard, ils sont morts. Eva Braun se retire la vie avec du cyanure. Hitler, lui, se tire une balle. Leurs corps sont transportés hors du bunker, dans le jardin de la chancellerie, arrosé d'essence puis brûlé, conformément à sa volonté. Il ne voulait pas être capturé et il ne voulait pas que son corps soit exposé. Même mort, il veut encore contrôler ce qu'il laisse. Mais la scène est minuscule. Elle prend place dans un jardin ravagé, avec des flammes difficiles à entretenir sous les bombardements. Quelques fidèles autour de deux corps, et le chef qui a promis un empire de 1000 ans finit réduit à des restes brûlés dans une capitale en ruine. Et il faut le dire clairement, il n'y a aucune beauté dans cette fin, aucune grandeur tragique. Hitler ne meurt pas comme un héros même pour les siens, il ne tombe pas au combat, il ne sauve personne, il ne protège rien. Il abandonne un pays détruit après avoir exigé jusqu'au bout que d'autres meurent pour son délire. La propagande pourtant essaie encore de mentir. Le lendemain, l'annonce officielle présente sa mort comme celle d'un chef tombé héroïquement à son poste, défendant Berlin jusqu'au dernier souffle. Même mort, Hitler est encore transformé en image. Même la fin sordide du bunker doit être repeinte en légende. Et là, on retrouve le début de cette vidéo, la fabrication du mythe. Au commencement, Hitler répète ses gestes devant un appareil photo. À la fin, son régime répète encore une dernière image fausse, celle d'un chef héroïque disparu dans la bataille. Mais la réalité est ailleurs. La réalité, c'est un homme enfermé sous terre qui refuse d'assumer la catastrophe qu'il a provoquée. Un homme entouré de fidèles, de secrétaires, de médecins, de militaires épuisés. Un homme qui signe des papiers pendant qu'une ville s'écroule. Un homme qui choisit sa mort mais pas pour épargner les autres, pour échapper à la capture, au jugement, à une nouvelle humiliation. Et c'est là que le bunker devient un symbole presque parfait pour Hitler, car tout y est. Le contrôle de l'image, le mensonge, la paranoïa, le refus du réel, la haine intacte jusqu'à la fin, et cette incapacité absolue à voir les autres autrement que comme des instruments de son propre destin. Pendant des années, Hitler a construit un personnage de force, de volonté, de certitude, mais à la fin, il n'y a plus de foule, plus de tribunes, plus de décor monumental. Il n'y a que le plafond bas du bunker, des murs en béton, une ville morte tout autour et un homme qui découvre que son mythe ne peut pas le sauver. Mais l'histoire ne s'arrête pas vraiment là, parce qu'après sa mort, un nouveau mystère apparaît presque immédiatement. Son corps est brûlé, les soviétiques communiquent mal, parfois volontairement, les témoignages demeurent fragmentaires et la guerre vient à peine de finir. L'Europe est en ruine, et dans ce chaos,
Une question commence à circuler. Et si Hitler n'était pas vraiment mort? C'est absurde mais c'est puissant, parce qu'un homme transformé en mythe ne disparaît jamais proprement. Et ça, même quand il meurt dans un bunker. Officiellement, Hitler est mort le 30 avril 1945. Et pourtant, presque aussitôt, une autre histoire commence. Pas son histoire réelle, son après-vie. Parce qu'un homme transformé en mythe ne disparaît jamais vraiment, surtout quand son corps n'est pas exposé publiquement, quand les témoins sont peu nombreux, surtout quand la ville est en ruine, que les archives sont dispersées et que les vainqueurs ne se font pas confiance. De plus, la guerre laisse derrière elle un continent entier couvert de mensonges, de peur et de chaos. Dans un monde normal, la mort de Hitler aurait dû être un point final. Dans l'Europe de 1945, elle devient presque immédiatement une question. Est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce que le corps retrouvé est bien le sien? A-t-il pu fuir? Est-ce qu'un double est mort à sa place? Et s'il a survécu, où est-il parti? En Espagne? En Argentine? Au Japon? En Amérique du Sud? Et là on retrouve un mécanisme qu'on a déjà vu depuis le début. Le vide appelle le fantasme. Hitler voulait que son corps soit brûlé pour ne pas tomber entre les mains des soviétiques. Ses proches exécutent cette volonté et les corps d'Hitler et d'Eva Braun sont sortis dans le jardin de la chancellerie, arrosés d'essence puis incendiés. Mais une fois les corps brûlés, une partie de la preuve visible disparaît avec eux et ce détail va peser très lourd. Parce que les gens ne veulent pas seulement qu'on leur dise il est mort, ils veulent voir, ils veulent une certitude matérielle, un corps ou une photo, une scène claire en tout cas, indiscutable, impossible à contester. Or, dans le cas de Hitler, il n'y a pas cette grande image finale, pas de moment public où le monde peut regarder ce dictateur vaincu. On a le bunker, quelques témoins, des corps brûlés, des restes récupérés dans le désordre et très vite des versions contradictoires. Et c'est exactement le genre de terrain où les rumeurs prospèrent. Au départ, même les alliés ne disposent pas d'une certitude complète. Ils ont des témoignages, des récits de proches du bunker, des interrogatoires, des éléments plutôt solides, mais ils n'ont pas accès à tout. Berlin est prise par les soviétiques, les restes, les premiers examens, une partie des témoins et des lieux sont entre leurs mains. Et les soviétiques, eux, vont jouer à un jeu étrange. Au début du mois de juin 1945, certains responsables soviétiques laissent entendre qu'ils ont de bonnes raisons de penser qu'Hitler est mort. Mais presque au même moment, Staline affirme à des interlocuteurs américains qu'il est convaincu que Hitler est encore vivant. Puis le maréchal Zhukov déclare publiquement que le corps n'a pas été identifié de manière certaine et que Hitler aurait pu s'échapper. Là, évidemment, le monde entier s'emballe, parce que si même les vainqueurs ne parlent pas d'une seule voix, alors tout devient possible. Le problème, c'est que la confusion soviétique n'est pas seulement une erreur, elle est aussi politique. Dans le climat qui annonce déjà la guerre froide, laisser planer le doute peut servir à accuser les Occidentaux, à alimenter l'idée que Hitler se cacherait peut-être dans une zone sous influence britannique ou américaine, ou dans un pays comme l'Espagne ou l'Argentine. Et là, le mythe trouve un moteur puissant, la méfiance entre vainqueurs. Ce n'est plus seulement une rumeur populaire, c'est un brouillard entretenu par les États. En quelques semaines, les histoires se multiplient. Hitler aurait pris un sous-marin pour l'Argentine, il serait caché en Espagne, aurait fui au Japon et vivrait en Suède, caché dans les Alpes, il serait quelque part en Allemagne sous une autre identité. Des journaux relaient des bruits, des services de renseignement vérifient des pistes absurdes et des témoignages apparaissent un peu partout. Et attention, le fait que les services enquêtent ne veut pas dire que les pistes sont crédibles, et ça c'est important à savoir. Après une guerre mondiale, quand l'homme le plus recherché de la planète est peut-être mort mais que son corps n'a pas été montré, les services n'ont pas le luxe de dire « ça a l'air ridicule, on ignore ». Alors ils vérifient, ils interrogent, ils écrivent des rapports. Même les histoires les plus fragiles peuvent finir dans des dossiers. Et des décennies plus tard, ces dossiers deviennent du carburant pour les théories. On ouvre un fichier du FBI, on tombe sur un signalement. Quelqu'un affirme avoir vu Hitler ici ou là. Une note part de l'Argentine, d'un sous-marin, d'une villa, d'un homme qui lui ressemble. Et là, certains crient « Vous voyez, le FBI savait ». Sauf que non, un dossier n'est pas une preuve. Un signalement n'est pas une confirmation. Un service de renseignement peut archiver une rumeur précisément parce qu'il doit l'évaluer, pas parce qu'il y croit. C'est comme retrouver une plainte invérifiée dans un commissariat et prétendre qu'elle prouve l'événement. Ça ne marche pas comme ça. Sauf que sur internet, ce genre de nuance disparaît vite, très vite. Et ce qui reste, c'est souvent l'image. Hitler en fuite, sans moustache, caché dans une maison au bord d'un lac, protégé, vivant quelque part en Amérique du Sud pendant que le monde croit qu'il est mort. C'est faux, mais c'est puissant. Et si cette rumeur fonctionne aussi bien, c'est parce qu'elle s'accroche à une vérité partielle. Certains criminels nazis ont bel et bien fui en Amérique du Sud après la guerre. Adolf Eichmann est capturé près de Buenos Aires en 1960. Joseph Mengele échappe à la justice pendant des décennies en Amérique du Sud. Donc l'idée d'un réseau de fuite n'est pas complètement imaginaire. Le problème, c'est le glissement. Parce que si des nazis ont fui, certains veulent croire que Hitler a fui aussi, mais ce n'est pas la même chose. Eichmann peut vivre caché parce qu'il n'est pas immédiatement reconnaissable pour le grand public mondial. Mengele peut passer sous différentes identités, se déplacer, disparaître,
alors que Hitler, lui, est le visage le plus connu de la planète en 1945. Il est physiquement affaibli, enfermé dans Berlin jusqu'au dernier jour, au cœur d'une ville encerclée, sous bombardement, surveillée et traversée par les combats. Et surtout, plusieurs témoins du bunker racontent la même fin générale, la mort, les coups sortis et la crémation dans le jardin. Ce n'est pas une histoire parfaite dans chaque détail, il y a certes petites divergences ou des souvenirs imprécis, comme souvent après des événements extrêmes, mais le noyau du récit est solide. Hitler meurt dans le bunker avec Eva Braun, les corps sont brûlés et les derniers proches organisent la disparition des restes. Les services britanniques vont d'ailleurs mener une enquête pour établir les faits. Hugh Trevor Hopper, officier du renseignement britannique et historien, interroge les témoins, rassemble les récits et a reconstitué les derniers jours. Son objectif est clair, empêcher justement que la mort de Hitler devienne un mythe incontrôlable. Et ce qui est frappant, c'est que dès 1945, les enquêteurs comprennent le danger. Ils savent que si le doute reste trop grand, Hitler pourra survivre sous forme de légende. Pas comme un homme réel, comme une ombre qui réapparaît dans les journaux, les fantasmes politiques, les récits complotistes, et cette ombre va durer. Pendant des années, on parle d'apparition, de pistes. Un homme qui lui ressemble en Colombie, une photo douteuse, une maison en Argentine, un ancien nazi qui confesse quelque chose. À chaque fois, c'est la même mécanique. Une information fragile devient un indice une piste devient une hypothèse, et l'hypothèse devient pour certains une vérité cachée. Et à la fin, on ne parle presque plus de Hitler tel qu'il a existé, on parle d'un personnage de roman. Sauf que les preuves les plus solides ne vont pas du tout dans ce sens. Elles vont vers l'histoire de la fin du bunker, et notamment vers les dents. C'est moins spectaculaire qu'une cavale en sous-marin, je sais, mais historiquement c'est beaucoup plus important. Les restes dentaires de Hitler ont été identifiés très tôt grâce aux personnes qui connaissaient sa dentition, notamment dans l'entourage de son dentiste. Et des analyses modernes ont encore renforcé cette identification. En 2018, une équipe de chercheurs a étudié les restes conservés à Moscou et a conclu que les éléments dentaires correspondaient à Hitler, confirmant qu'il était mort en 1945. Alors oui, il y a eu des confusions autour d'un fragment de crâne attribué à Hitler dont l'identification a été contestée. Et les complotistes adorent ce genre de détails. Ils prennent une erreur possible sur un fragment et ils l'utilisent pour nier absolument tout. Sauf que l'identification la plus solide ne repose pas sur ce fragment de crâne, elle repose surtout sur les restes dentaires. Et en médecine légale, les dents sont souvent des éléments extrêmement importants parce qu'elles gardent des traces, des soins, des prothèses, des particularités difficiles à inventer. En clair, le dossier n'est pas parfait dans son histoire politique parce que les soviétiques ont brouillé les pistes. Mais le dossier médico-légal, lui, est très fort et c'est là qu'on comprend quelque chose. Les théories de fuite ne survivent pas parce qu'elles sont meilleures que les preuves, elles survivent parce qu'elles racontent une histoire plus excitante. La mort dans le bunker est sordide, presque minable, alors que la fuite en Argentine, c'est cinématographique, comme le sous-marin dans l'Atlantique ou les réseaux secrets, des documents cachés, l'histoire d'un vieux dictateur qui aurait échappé au monde entier. C'est des histoires qui peuvent sembler plus agréables à raconter, paradoxalement, mais elles posent un problème moral, parce qu'en faisant survivre Hitler dans une légende, on continue de lui donner une sorte de puissance. On lui offre une sortie plus spectaculaire que celle qu'il a eue. On transforme son effondrement en évasion, sa lâcheté en mystère, sa fin minable, en histoire exaltante internationale. Et ça, quelque part, c'est encore une victoire de son image sur la réalité. Alors que la réalité est plus froide. Hitler ne s'est pas échappé, il est mort dans un bunker, dans une ville détruite, après avoir entraîné des millions de personnes dans la catastrophe. Et après lui, il a laissé un pays ruiné, une Europe dévastée, des camps libérés avec des survivants mais des familles détruites et un régime dont les crimes dépassent encore l'imagination. C'est peut-être pour ça aussi que la rumeur de survie a autant frappé, parce que sa mort réelle ne donne pas de sentiment de justice. Il n'est pas jugé, il n'est pas condamné devant les victimes, il n'est pas forcé d'entendre ce qu'il a fait et n'a pas affronté Nuremberg. Il a échappé au face-à-face historique. Alors, l'idée qu'il aurait survécu devient chez certains une obsession inverse. S'il n'a pas payé, peut-être qu'il est encore quelque part et peut-être qu'on peut encore le retrouver. Peut-être qu'il y a encore une scène finale à écrire, mais l'histoire et les faits le prouvent, cette scène ne pourra pas exister. La fin a déjà eu lieu. Elle est frustrante, oui, incomplète moralement, mais elle est là et c'est celle dont on devra se contenter. Et là, on revient à notre fil conducteur. Hitler est un homme autour duquel les mythes naissent dès qu'il y a du vide. Un grand-père inconnu devient un secret de sang, des symboles deviennent une magie noire, un médecin devient une clé cachée de la guerre, et un corps brûlé devient une fuite internationale. À chaque fois, il y a le même réflexe. Chercher un mystère plus grand que la réalité. Et avec Hitler, la réalité suffit. Elle suffit largement. Pas besoin de fuite vers l'Argentine, d'un double, d'une société secrète qu'il aurait extrait de Berlin au dernier moment. Le vrai vertige, il est ailleurs. Il est dans cette histoire, celle d'un homme qui a construit son image avec un régime
qu'il a transformé en icône. Des millions de gens qui ont accepté de voir en lui ce qu'ils voulaient voir. Et même après sa mort, certains ont continué à lui inventer une autre fin, comme si l'histoire était trop simple, trop pauvre, trop difficile à accepter. Hitler ne disparaît pas parce qu'il s'évade, il disparaît parce qu'il se donne la mort. Et ce qu'il laisse derrière lui, ce n'est pas un mystère héroïque, c'est un vide moral, humain. Un vide immense que les rumeurs tentent de remplir depuis 1945. Mais aucune rumeur ne changera la conclusion. Le mythe voulait une dernière scène spectaculaire, mais l'histoire, elle, a simplement donné une scène dans un bunker. Hitler est mort comme il a vécu politiquement à la fin. Enfermé dans son mensonge, incapable d'assumer la réalité, obsédé par ce qu'on ferait de son image, mais même après sa mort, il a fallu le démonter encore et encore. Au fond, il y a quelque chose de presque confortable dans les mystères autour d'Hitler. On parle d'un grand-père inconnu, d'une santé cachée, de rumeurs occultes, de théories de fuite. Chaque fois, on a l'impression qu'il existe peut-être une pièce manquante, une clé, un dossier caché ou un secret qui permettrait enfin de comprendre. Mais plus on avance, vous l'avez vu, plus une autre vérité apparaît. Il n'y a aucun grand secret qui explique Hitler. Pas une révélation généalogique qui changerait tout, pas de pouvoir occulte, pas de mystère médical qui effacerait ses choix, et pas de fuite spectaculaire qui transformerait sa fin en légende. Il y a simplement autre chose. Un homme rempli de rancœur, d'orgueil blessé, de haine, de fantasmes politiques et de certitudes meurtrières. Un homme qui a trouvé autour de lui des idées déjà présentes, des peurs déjà là, des préjugés déjà installés, puis qui les a poussés jusqu'à l'extrême. Un homme qui a compris que l'image pouvait devenir une arme, que la foule pouvait être mise en scène, que le mensonge, répété assez fort, pouvait devenir une réalité pour ceux qui voulaient y croire. Et c'est là que l'histoire d'Hitler devient dérangeante au-delà des faits. Parce que si on transforme Hitler en énigme surnaturelle, en créature à part, en accident inexplicable de l'histoire, on se protège un peu. On le met loin de nous, voire très loin, dans un monde de symboles, de monstres, de forces obscures. Sauf que l'histoire ne nous offre pas ce confort. Hitler était un humain. Et ce mot ne le rend pas moins monstrueux. Au contraire, il rend son histoire plus difficile à regarder. Parce que ça veut dire que l'horreur n'a pas eu besoin d'un démon. Elle a eu besoin d'un homme, d'un parti, d'une propagande, d'opportunités politiques, de croyances absurdes et de millions de regards qui ont accepté, à des degrés différents, de ne pas voir ou de regarder ailleurs. C'est ça le vrai vertige, ce qui fait vraiment mal. Hitler n'a pas surgi dans le vide, il a été porté, écouté, diffusé et protégé, puis transformé en mythe même après sa mort. Et c'est pour ça qu'il est important de démonter ce mythe, pas pour diminuer l'horreur, pas pour rendre Hitler banal au point d'oublier ses crimes, pas pour faire comme si tout ça n'était qu'une histoire d'image, non, mais parce que le mythe lui donne encore trop. Il lui donne une aura, une profondeur qu'il ne mérite pas, parfois presque une forme de puissance posthume, alors qu'en réalité, quand on retire la mise en scène, il reste un homme qui a échoué, qui a haï, qui était frustré, qui a été humilié, et pour tout ça, qui a choisi de dominer, de détruire, puis qui a fini enfermé sous terre, incapable d'assumer le monde qu'il avait contribué à ravager. Une fin qui n'a rien de grandiose, simplement dans un bunker. Et pendant des décennies, on a cherché les mystères d'Hitler. Mais peut-être que le plus important n'est pas ce qu'on ignore encore, c'est ce qu'on sait déjà. On sait qu'un homme peut fabriquer son image au point de faire oublier sa médiocrité. On sait qu'une société en crise peut se chercher un sauveur et trouver un bourreau. On sait que des idées absurdes peuvent devenir des lois, que la haine, quand elle est organisée, normalisée, peut changer l'histoire. On sait aussi qu'un mythe peut survivre longtemps après la mort de celui qui l'a créé, et c'est pour tout ça qu'il faut continuer à regarder cette histoire en face, sans fascination, sans folklore inutile, sans chercher à embellir le mal avec du mystère. Hitler n'a pas besoin d'être transformé en monstre surnaturel pour être terrifiant. Il suffit de comprendre qu'il était un homme, et que des hommes l'ont suivi.